Je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution, une révolution victorieuse qui a chassé en bloc tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien. Grande traversée. Women's Power. Les nouveaux féminismes. Pour moi, le féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi apprendre à prendre soin des gens. Prendre conscience de son corps, être maîtresse de sa vie, de ses choix, de sa sexualité. Il y a des révolutions en fait qu'on mène tout le temps dans sa vie, il n'y a pas une révolution. Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait. Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En chaque femme, il est un lieu sombre d'où s'élève, caché et grandissant, notre véritable esprit, magnifique et dur comme un marron, rempart contre le cauchemar de notre faiblesse et de notre impuissance. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoirs et rêves d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. Grande traversée. Women's Power. Les nouveaux féminismes. 5e volet. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Depuis quelques années, une forte communauté de jeunes féministes afrodescendantes, noires ou maghrébines, s'est constituée sur Twitter et Facebook. La plupart d'entre elles créent aussi des collectifs, sont présentes dans les manifestations, se rencontrent, s'organisent. Elles interrogent le féminisme majoritaire et réinventent une lutte à leur image. Mani et Amandine, la trentaine, se disent toutes les deux afroféministes. Je suis Mani Chronique, un pseudo, qui est en fait le nom de mon blog. J'ai 31 ans, je suis professeure d'histoire-géographie en collège. Je suis née en France. Je suis originaire du Congo. Mon père a migré en France à la fin des années 70 et j'ai grandi à Marne-la-Vallée. C'était vraiment des petits immeubles de 6 étages, mais on voyait très bien que c'était destiné à vraiment des personnes immigrées, pauvres. Et juste pas très loin, et d'ailleurs on partageait le même établissement, notamment au collège, j'ai découvert donc des camarades qui vivaient dans des résidences privées où les parents étaient propriétaires. Du coup, j'ai fait ma scolarité dans un établissement qui était complètement... il y avait une forte mixité sociale, et j'ai grandi avec cette image-là d'un environnement arc-en-ciel. Et malgré des choses que j'avais pu observer ou vivre, je formalisais pas forcément mon expérience en tant que noire ou femme. Voilà, j'étais dans mes problèmes d'enfant, pré-ado, adolescente. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est au moment où j'arrive à l'université, où je suis là avec toutes mes illusions, avec aussi mes rêves. Je me suis confrontée
à des problématiques qui ont été très violentes. Je m'appelle Amandine Gay, j'ai 31 ans, je viens de Lyon, enfin plus exactement de Montanet, un village dans la région lyonnaise. Je suis née sous X à Lyon et puis donc j'ai été adoptée ensuite, j'avais 5 mois. J'ai toujours su que j'étais noire puisque ayant grandi dans un milieu très très blanc, on n'a pas manqué de me le rappeler dès mon plus jeune âge. Donc la grande section de maternelle, ouais. Quand je suis arrivée le premier jour, on n'a pas voulu me donner la main parce que j'étais noire en fait. Et donc à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai grandi à la campagne lyonnaise, c'est quand même très droite, catho, voire extrême droite. Enfin, je sais pas, moi j'avais une copine dont le père était policier, je vais manger chez eux, il se lance dans une tirade contre les Arabes, les Noirs, et il me dit mais bon, tu vois, nous on n'est pas racistes, même si on vote FN, toi on t'aime bien. Moi j'ai grandi avec des gens comme ça, moi qui au moins avaient le mérite d'être honnêtes sur leur position politique, plus que ce que j'ai découvert par la suite, qui est une forme de racisme que j'aime encore moins, qui est le paternalisme et la condescendance. Et donc voilà, mais j'ai grandi comme beaucoup d'ailleurs, je pense, de non-blancs en France, en adoptant complètement la logique assimilationniste, en voulant être acceptée. J'ai tout fait, je me suis défrisé les cheveux, j'étais première de la classe, je faisais du sport de haut niveau, j'ai fait de la musique. J'étais vraiment dans ce truc de la méritocratie, de quand on veut, on peut, et puis à force de prouver que je suis plus forte que tout le monde, que voilà, je rentre à Sciences Po après le bac sans faire de prépa, on va bien voir que j'ai beau être noire, je suis une bonne Française. Et donc je pense que Sciences Po, ça a été un peu le moment où je me suis dit, en fait, quoi que je fasse, ça sera jamais assez. Je m'attendais quand même un peu à ne pas être la seule noire parce que je me disais, moi j'ai beaucoup grandi en me disant que tout ce que je vivais, je le vivais parce que je vivais à la campagne et que le jour où j'irais à Lyon, à la grande ville, en faisant des études supérieures, enfin, j'allais pas être la seule. Donc en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po et que j'étais la seule noire sur les 200 élèves, déjà ça m'a fait un peu un choc de me dire, ah ouais, ici aussi. En plus, c'est sûr, moi j'étais la noire de ma promo. C'est comme ça que les gens me décrivaient parce que ça va plus vite. Donc, mais si, Amandine, la noire, bon. Puis ça se répercute sur plein de choses, c'est-à-dire qu'on parle par exemple en cours d'anglais de l'affirmative action et du racisme aux États-Unis, et moi je dis mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours des États-Unis, pourquoi on parle pas du racisme en France? Et moi on me répond vous êtes là, vous voyez bien que c'est pas pareil. Et là on se dit bon ok, et puis même dans mes camarades, moi je sais que ma première coloc, au début quand je parlais de racisme, elle me disait, elle trouvait que j'exagère. Et puis on a donc commencé à vivre ensemble et à aller faire les courses ensemble. Ma vie, surtout à Lyon, était une vie de micro-agression quotidienne, c'est-à-dire que je rentre dans un magasin, le vigile me suit, je vais faire le marché, puis on marche comme ça toutes les deux. Et puis là, il y a une dame qui m'accoste en me disant j'ai des mangues, c'est des belles mangues de Guadeloupe, il faut absolument, ça va vous plaire et tout. Et puis là, je vois mon amie qui commence à être livide et qui me dit mais je pensais pas que c'était comme ça, je pensais pas que c'est à ce point, parce que il y a aussi eu toute cette phase où quand je suis arrivée à Sciences Po et que je parlais de des problèmes raciaux en France, beaucoup de mes camarades, surtout ceux qui venaient de familles un peu de gauche comme ça, qui se trouvent très tolérants, me disaient mais enfin ça va, t'exagères, je veux dire le racisme c'est fini, enfin aujourd'hui c'est pas si grave. Et moi je me disais mais comment est-ce qu'on peut vivre des réalités qui sont aussi éloignées les unes des autres en fait. Maintenant j'ai compris qu'effectivement une grande partie de la population blanche en France ne comprend pas ce qui se passe puisqu'ils ne le vivent pas. Mais moi à l'époque je me disais je te dis que je souffre, et toi la seule chose que tu peux me répondre c'est que non, j'ai mal interprété. Et je me disais comment je peux avoir mal interprété 18 ans de ma vie? La plupart du temps, je me retrouvais face à des murs et encore une fois, j'étais, je pense, très déçue parce que j'avais forgé cette espèce de mythe dans ma tête que j'étais victime de l'ignorance, en gros, des bouseux de la campagne pour caricaturer. Puis je suis arrivée en ville avec des personnes qui appartenaient aux classes moyennes et bien même plutôt moyenne sup. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, voire même pire, parce qu'en plus, ces personnes-là avaient la prétention de savoir ce que je vivais, avaient la prétention de mieux connaître la société que moi et de m'expliquer ce que moi, j'avais pas compris ou mal compris. Et tout ça. Sciences Po, c'est le moment où j'ai commencé à être vraiment très très en colère. Et puis effectivement avec ce gros mythe aussi qui commençait vraiment à m'agacer de l'Amérique, c'est le lieu de la violence contre les Noirs, et nous en France on est tolérants. J'ai toujours été passionnée d'histoire, donc je me suis orientée sur des études d'histoire.
Et à l'université, c'est vrai qu'on était très peu d'étudiants noirs dans cette filière. J'ai eu des propos ou des commentaires sur ma personne qui vraiment étaient choquants. Par exemple, il y avait une étudiante avec qui on s'était très bien entendu, puis elle a eu cette remarque qui m'a vraiment choquée. Elle m'a dit que la première fois qu'elle m'avait vue, elle m'avait pris pour une racaille. J'ai été estomaquée, j'ai pas su quoi répondre. C'était à l'époque où j'étais très féminine ou tout ça, donc racaille, pour moi ça évoquait les gars de cité en survêtement et je comprenais pas en fait, je comprenais pas. Puis après petit à petit, avec les amis, où on fait référence tout le temps à des goûts que j'aurais. Par exemple, forcément j'aime le rap ou le R&B ou... Puis après, ça a été aussi le rapport avec les hommes, où on commence à rencontrer des hommes, notamment au milieu universitaire, où je me suis retrouvée aussi avec plein de violences sexistes et racistes, sur l'idée que forcément, au lit, je suis forcément une bête de sexe, ou je sais forcément faire à manger, enfin voilà, tous les stéréotypes liés à l'africaine. Par exemple, à un premier rendez-vous, le mec me propose d'aller chez lui, je refuse et en fait il me dit mais je croyais que vous, les Noirs, vous cochiez dès le premier soir quoi. C'était des violences comme ça, quotidiennes, d'autant plus que cette violence aussi elle s'exprimait dans mes rapports avec les professeurs. J'étais intéressée par tout ce qui était archéologie et je me posais la question de m'orienter dans ce domaine-là et un professeur m'a dit mais déjà t'es une femme et en plus t'es noire donc compte pas là-dessus quoi. Donc il me l'a dit très clairement, ouvertement. Tout ça, ça m'a amené vraiment à me poser, voilà, en tant que noire, d'où je viens, cette histoire-là, le rapport d'être noire en France. J'étais frustrée et puis mes amis ils en pouvaient plus sur mes questionnements et donc c'est une copine à moi qui m'a dit mais j'en peux plus, pourquoi tu écris pas un blog quoi, enfin pourquoi tu poses pas les choses sur un blog. Et j'ai fait excellente idée. Un de mes premiers posts en tout cas qui a été les plus le plus marquant je pense pour beaucoup de gens mais aussi pour moi, ça a été le jour où je suis devenue noire. Je suis revenue aussi avec un besoin de redécouvrir mon identité d'africaine congolaise que j'ai un peu perdue parce que mes parents ont cédé à l'injonction. Par exemple, je sais que mes parents ne m'ont pas parlé en lingala parce que pour eux c'était l'idée que les enfants qui seraient d'origine d'Afrique ou d'Asie, ils auraient des difficultés à apprendre le français et donc ils voulaient pas me mettre une épine dans le pied en me parlant en lingala. En tant que réfugiée politique, j'avais pas la possibilité d'aller au Congo, donc je l'ai découvert vraiment très récemment. Donc tout ça fait que j'ai énormément perdu de ma culture d'origine et j'avais vraiment un besoin de retrouver tout ça. C'est vraiment là qu'a commencé mon militantisme, c'est en tant que noire. Je commençais à m'intéresser à des mouvements politiques, antiracistes, décoloniales ou panafricains. Mais j'étais quand même frustrée. J'étais frustrée parce que sur les points qui étaient soulevés, notamment quand on parlait des problèmes de la communauté, je remarquais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas abordées et c'était les problématiques qui concernaient les femmes. Vraiment, ça me perturbait, je comprenais pas. Et en discutant avec des militants, finalement, très peu avaient conscience de ces problématiques-là. Et c'est vraiment plus tard que j'ai constaté qu'il y avait aussi une spécificité d'être femme et noire. J'ai grandi dans une maison où c'est ma mère qui gagnait plus d'argent, où c'est ma mère qui avait fait plus d'études. Mon père balayait les rues et ma mère était institutrice. Moi, c'est mon père qui travaillait pas l'après-midi, donc qui s'occupait de mon frère et moi. Le mode de fonctionnement à la maison était éminemment égalitaire et donc du coup, il a fallu en fait finalement que je fasse mes études supérieures pour comprendre que ça n'avait pas vraiment changé dans le reste de la société. En arrivant à Sciences Po, j'ai découvert tout un monde de personnes qui venaient de classes sociales plutôt bien supérieures à la mienne
Des amis m'expliquaient le fonctionnement de leur famille et là je découvrais que c'était le père banquier et puis la mère qui avait soit un travail d'apparat, soit pas de travail du tout et qui avait, je sais pas, une vision très que moi je trouvais hyper rétrograde de la société en fait. Il y a une certaine partie des élèves femmes de Sciences Po qui sont plus là pour avoir une bonne éducation et se trouver un mari que pour préparer leur carrière. La femme de salon, je pensais que c'était arrêté avec à la fin de la royauté, quoi. Puis même des choses ou toutes bêtes comme découvrir que des gars avec qui j'étais à l'école ramenaient leur linge le week-end pour que leur mère le lave. Je comprenais pas en fait. Moi c'est jamais arrivé. Moi j'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi, mais chez nous, tout le monde fait tout. Donc après j'ai voyagé, après Sciences Po, et puis je suis revenue en France pour faire un conservatoire de théâtre. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué sur ma conscientisation du sexisme, parce que bon, le traitement des comédiennes et puis la place des femmes dans le monde du théâtre, que ce soit au niveau des auteurs, des dramaturges, des metteurs en scène, elle n'existe pas en fait. Déjà, je pense que en France, 90% des réalisateurs sont des réalisateurs, pas des réalisatrices. Et puis même les rôles qui sont disponibles au théâtre et encore plus au cinéma sont extrêmement stéréotypés. Je veux dire, une blonde a droit au rôle de bimbo. Si t'es grosse, pareil, tu fais la copine grosse. Alors soit elle est méchante, soit elle est super gentille. Moi, en étant une femme noire, c'était encore plus, mais je veux dire, après mon énième casting pour faire une Fatou, une Aminata sans papier, où on me demandait de faire l'accent. Alors pareil, l'accent, ça veut dire quoi, faire l'accent? Est-ce que tu peux nous faire l'accent? Donc parce qu'il y a un accent noir, enfin l'accent africain, ça c'est pareil, il y a 54 pays en Afrique, mais il faut faire l'accent africain en édition. Ou alors après, l'autre pendant, c'était la fille noire stripteaseuse, parfois droguée, prostituée. Et donc, je me suis rendu compte qu'on était quelque part entre ces deux étaux, qui étaient soit celui d'être la panthère noire sexuelle, soit la sans-papier, la pauvre malheureuse qu'il fallait défendre. Et puis après, bien sûr, il y a une troisième case qui est, si on est grosse, de faire la mama antillaise, si possible toujours aussi avec l'accent, un peu sympathique. En général, c'est pour des rôles d'infirmière. Et donc là, je me suis dit, waouh, on est tellement loin, donc même la fiction, ça changera rien parce que les personnes qui décident, c'est les producteurs. Et les producteurs sont encore majoritairement des hommes blancs de plus de 45-50 ans. Ces gens-là, ils ont une certaine vision de la société, surtout quand ils sont parisiens, ils ne fréquentent que des gens qui sont comme eux. Ils nous voient, parce qu'on est à côté, on est dans le métro, on les sert dans les restaurants, dans les magasins de vêtements, tout ça. Mais en fait, on n'existe pas. On est un espèce de fond, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on est dans les films aussi. Les Noirs et les Arabes sont un espèce de fond comme ça. Les Arabes passent un peu plus parce que quand même ça se voit moins qu'ils sont différents. Donc surtout les filles, surtout quand elles sont un peu claires de peau, elles peuvent s'intégrer. Mais nous, on est dans le fond, au loin. Les Asiatiques n'existent pas, sauf pour faire 2-3 films vraiment super clichés, mais ils n'existent pas. Donc là, moi je commençais vraiment à plus en pouvoir aussi parce que je me disais, je ne peux pas dans mon travail renforcer tous les clichés que j'essaie par ailleurs de combattre. Et à ce moment-là, une de mes amies venait de rentrer dans Oser le féminisme et m'a dit, mais viens, tu devrais venir et tout. Je suis rentrée dans OLF. À la première réunion, j'étais la seule noire. C'est une espèce de truc récurrent de ma vie comme ça. Et donc je me rappelle très bien que j'avais envoyé un texto à mon amie en lui disant, dis donc c'est quand même très blanc tout ça. Et elle m'avait dit, mais justement c'est bien que tu viennes, comme ça va changer les choses et tout. J'étais pas tout à fait convaincue par cette idée que j'allais changer à moi seule ce qui se passait à OLF parce que j'étais noire, mais bon, j'avais envie de faire quelque chose. Ça me faisait plaisir d'être dans un collectif. Ça a été très bien parce que ça a achevé de m'orienter, on va dire, un peu intellectuellement, politiquement. Je me suis rendu compte que c'est pas ce qui fonctionnait pour moi, à plusieurs niveaux. Alors, il y avait la question de... quand une majorité de femmes blanches de classe moyenne supérieure se retrouvent ensemble et commencent à réfléchir à des moyens d'émanciper toutes les femmes, ça pose problème parce que quelle est leur connaissance de la situation de toutes les femmes ? Parce que c'est ça aussi. Si le rapport que des personnes blanches ont à des personnes non blanches, c'est toujours un rapport de personnes qui leur sont subalternes, c'est-à-dire soit de personnes qu'on va sauver parce que c'est les femmes migrantes, parce qu'on va faire le bus de nuit et s'occuper des travailleuses du sexe. En fait, on est toujours dans une position surplombante. Donc cette question-là, le fait qu'elle ne soit pas posée, en fait, de pas se poser la question de pour qui on parle, de qui on parle, à qui on parle, et puis oui, de refuser de prendre conscience qu'on a des privilèges. Et que quand on se bat pour faire sauter le plafond de verre, oui, on oublie qu'il y a plein de femmes qui sont coincées au plancher collant, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de faire, en fait ? Ça veut pas dire qu'on est
qu'on ne doit pas dire qu'il n'y a pas assez de femmes dirigeantes d'entreprise, qu'il n'y a pas assez de femmes dans le CAC 40. Pourquoi pas? C'est vrai. Mais on doit aussi se poser la question de qui fait le ménage de la fête de l'humain. Pour moi, c'est vraiment ça la question. Je veux dire, dans les années 60, c'était qui lave les chaussettes dans un couple où il y a une féministe ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait. Moi, j'en connais plein. Des filles blanches qui ont un poste, voilà, qui sont de classe moyenne, supérieure, et puis qui ont un homme ou une femme de ménage non blanc, souvent sans papier, qu'elles déclarent même pas. Et ces personnes-là se disent de gauche. Il y a peut-être des questions à se poser, en fait, sur les rapports, voilà, de race, de classe, de genre. Et moi, c'est ça qui me dérangeait le plus au bout d'un certain moment, c'est de me dire, voilà, moi, fréquenter tous ces gens qui ont des nounous noirs, qu'elles ne déclarent pas, en expliquant que non, mais c'est ça rend service à la nounou, c'est pas vrai. C'est pour pas payer les impôts. Donc au moins être clair là-dessus. Il faut vraiment arriver à sortir de cette idée qu'il y a des communautés qui ont besoin d'être défendues. Ça veut dire qu'on les rend passives. Si on n'a pas accès à une communauté, comment on sait que ces femmes-là ne sont pas en train de se battre au sein de leur communauté ? C'est quand même toujours la posture du missionnaire. On va aller sauver, voilà, les enfants qui meurent en Afrique, les pauvres dans les quartiers populaires, tout ça. Mais il n'y a pas de l'éducation à faire peut-être avec les blancs qui sont dans les beaux quartiers, dans le 16e, dans le 8e, dans le 7e. Mais déjà, il y a le fait que ça, c'est nettement moins valorisé. C'est-à-dire que dire qu'on fait de l'humanitaire, ah bah tout de suite, on est une bonne personne. Dire qu'on va donner des cours dans le 16e arrondissement, bah personne va vous dire « Ah, c'est super ce que tu fais ». Si ces personnes-là s'intéressaient un peu à la mixité sociale, s'intéresseraient à ce que ça veut dire d'aller vivre dans des quartiers comme Belleville où en fait déjà c'est compliqué de louer quand on est non blanc et qu'il restait peut-être plus que ça dans Paris qui nous était accessible et puis que quand maintenant tous les bobos blancs viennent à Belleville, même ces endroits-là on peut pas y aller. Toutes ces personnes qui nettoient les bureaux la nuit et qui vivent à Stein et qui prennent le noctilien parce qu'elles peuvent pas se loger dans Paris pour venir nettoyer la merde en majorité des blancs parce que qui sont dans les bureaux, c'est pas les noirs et les arabes qui les nettoient, ça devrait poser des questions. Le fait que les personnes qui sont à la caisse sont sud-asiatiques, noirs, arabes, les personnes qui ramassent les poubelles, c'est la même chose. Donc ça nous dérange pas au quotidien. Et puis il y a d'autres choses par contre où là on va aller sauver les femmes voilées ou des choses comme ça. Moi ce qui m'intéresserait serait vraiment que les personnes blanches qui se disent ou qui se pensent conscientes commencent déjà par faire œuvre dans leur entourage et même dans leur vie tout simplement. À un moment donné où on se dit, si on a les moyens de changer les choses et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas changer. Donc pourquoi est-ce que nous, on essaierait d'entrer dans un moule qui de toute façon ne nous prendra pas, quelle que soit la façon dont on essaye de se modifier, parce que l'idée c'est que notre place, elle est à côté. Et moi je me dis, effectivement, faisons comme l'ont fait les Afro-Américains, comme l'ont fait les Afro-Britanniques, qui est de monter ses propres structures. Souvent, nous, on a des conflits de loyauté. Si on a envie de parler de certains problèmes qui ont trait à la communauté noire, qu'on veut dire qu'il y a un sexisme particulier des hommes noirs, on sait aussi que ça a des grandes chances d'être récupéré par les milieux blancs pour dire, regardez, les noirs et les arabes sont plus sexistes que nous. Donc nous, on a toujours un conflit à se dire, est-ce qu'on va aborder telle question dans tel milieu ? Parce qu'on sait que ça peut se retourner contre les nôtres. Et moi, la première, j'ai un frère qui est noir. Et j'ai pas envie qu'on perpétue l'image que les hommes non blancs sont plus sexistes que les blancs. C'est pas vrai. Pour moi, voilà, l'afroféminisme, c'est résoudre mes conflits de loyauté et dire que j'ai pas à choisir entre mes différentes identités. En fait, je pense que le discours universaliste qui vidait complètement mon identité par rapport à ma culture d'origine, ça me posait énormément de problèmes. Je me reconnaissais absolument pas dans ce féminisme-là. Et même, c'était des expériences auxquelles j'avais pas forcément... que je ne vivais pas même. Par exemple, sur le travail, je pourrais me reconnaître. Et en même temps, je suis pas sûre qu'une femme blanche professeure, on l'ait confondue avec une femme de ménage ou avec une élève quand j'étais en lycée l'année dernière en stage. Une fois que qu'on me pose en tant que professeur d'histoire-géographie, etc., j'étais complètement invisible, pas du tout sollicitée, etc.
pour partager en salle des professeurs. Il y a certains établissements où j'étais quasiment pas, on m'abordait pas. J'ai essayé d'analyser ça et c'est vrai que c'était étrange. C'est-à-dire que je suis noire, donc on le voit et en même temps on fait comme si on me voyait pas, comme s'il y avait une difficulté à socialiser avec moi, quoi. Ça, je l'ai vu très et trop souvent. Et puis aussi sur le doute de mes capacités intellectuelles, de ma formation scientifique. J'ai vécu ça, quoi, de façon complètement injuste, où j'étais la seule noire lors d'une inspection. On m'a interrogé sur mes connaissances scientifiques, ce que les autres on n'avait pas posé. On m'a fait comprendre que c'était parce que je n'avais pas le profil d'un enseignant ou d'une enseignante d'histoire-géographie. C'est des choses comme ça qu'une femme blanche ne le vit pas. Oui, bien sûr, il va y avoir la problématique de, si elle est à un poste, elle va être toujours renvoyée à son genre en tant que femme, mais moi, en tant que noire, comment ça se fait que je puisse être professeure, comment ça se fait que j'ai pu avoir un CAPES, ça c'est remis quasiment en doute, quoi. Je ne me définissais pas comme afroféministe, c'est plus tard, en découvrant des blogs, en découvrant ce que d'autres personnes s'étaient inspirées du black feminism, que là, j'ai pu me définir afroféministe. Finalement, une fois que ça a été verbalisé avec ces filles que j'avais rencontrées sur Twitter, d'origine et de milieux sociaux complètement différents, mais qu'on vivait les mêmes expériences, je trouve ça vraiment bizarre, parce que quand on essaye de comprendre son individualité et qu'on voit que finalement une fille qui a grandi à la campagne de parents adoptés, ou une autre qui grandit en banlieue, ou une autre qui a vécu dans une ville et de parents aisés, et on se retrouve avec les mêmes expériences, ça retire un poids et en même temps ça rationalise et ça rassure. C'est quoi être afroféministe pour vous ? C'est prendre soin de mes sœurs de lutte. C'est veiller les unes sur les autres. C'est lutter ensemble. C'est prendre modèle de nos mères aussi, parce qu'il y a des choses qu'elles faisaient que je trouve qui étaient complètement afroféministes, et pourtant elles se seraient jamais affirmées comme afroféministes. Transmettre aussi la solidarité, l'entraide, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu de toute mon enfance et que je veux vraiment préserver, et se dire, je suis pas seule, que en fait ça a de la cohérence, mes ressentis ont de la cohérence, et je pense qu'aujourd'hui on veut s'éloigner de ce qui est de l'expérience et du ressenti, mais c'est vraiment la base, quoi. Je pense que c'est comme ça que je le définirais, je pense. Chaque femme noire vit sa vie quelque part le long d'une vaste courbe de colères anciennes et inexprimées. Ma colère de femme noire est un marais en fusion au plus profond de moi, mon secret le plus farouchement gardé. Je sais combien ma vie de femme qui ressent les choses avec force est prise dans ce tissu de rage. C'est un fil électrique qui parcourt toute la trame des états émotionnels sur lesquels se base l'essentiel de ma vie. Une source bouillonnante qui peut exploser à chaque instant, bondissant hors de ma conscience comme un feu en pleine nature. Arriver à éduquer au mieux cette colère plutôt que la nier est devenu une des tâches primordiales dans ma vie. Je suis pas exotique, je suis noir. 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 Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des afro-féministes. Ta main sur mon hijab. Pourquoi dans ta gueule? Ta main sur mes tresses. Pourquoi dans ta gueule? Ta main sur mes locks. Pourquoi dans ta gueule? Ta main sur mon cul. Pourquoi dans ta gueule? Ta main sur mon afro. Pourquoi dans ta gueule? Ta main sur mon afro. Pourquoi dans ta gueule? Nous sommes tous afro-féministes. À Paris, en 2014, un groupe d'Africaines et d'Afro-descendantes ont monté le collectif Moissy.
pour fédérer, échanger et s'exprimer sur les questions liées aux femmes noires. En 2015, 2 d'entre elles participent à une table ronde « Féminisme et critique postcoloniale » au CNRS. Elles exposent leurs travaux et réflexions avant que les débats avec la salle ne commencent. Oui. Ils seront houleux, à l'image de la difficulté à faire entendre leur voix dans le mouvement majoritaire. Je m'appelle Maya Surdut, je suis une des 2 porte-paroles, la deuxième étant Suzy Rothman du Collectif national pour les droits des femmes. Il se trouve que je suis dans le mouvement des femmes depuis 40 ans. Vous voyez, je ne suis pas de prime jeunesse. Et ce que je déplore, mais j'ai pas envie d'avoir un véritable débat, ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance qui tient en partie à notre responsabilité de ce qu'est le mouvement, de l'histoire du mouvement des femmes en France. Je peux vous assurer qu'il y a une histoire, il y a un passé. Et la nôtre. Et la nôtre, notre oui, mais histoire. Attendez, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons œuvré pendant des années avec le mouvement des femmes noires, mobilisé contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nous avons fait je ne sais combien d'initiatives à ce sujet. Nous avons également participé à, je me souviens, il y avait un collectif féministe contre le racisme, le sexisme. Le mouvement des femmes a toujours, est à l'image d'une histoire qui est spécifique à la France, était particulièrement divisée, où il y avait d'un côté les radicales, d'un autre côté les différentialistes, et de l'autre les courants de lutte de classe, dans lequel j'ai toujours été, et nous pensons que d'une certaine façon le collectif droits des femmes aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire-là. Mais je pense qu'effectivement, nous portons, et je termine là-dessus, une grave responsabilité dans le fait que nous n'avons pas écrit, nous faisons partie de ces gens qui sont toujours agités. Le féminisme des femmes blanches, je ne sais pas ce que c'est. Non mais excusez-moi. Oui. Non mais si c'est pour faire notre tribunal. Non mais est-ce que c'est possible par contre, excusez-moi, mais est-ce que c'est possible en fait que vous nous écoutiez? Vous êtes venus ici pourquoi? Non mais vous êtes venus ici pourquoi en fait? C'est mon questionnement. Là, depuis tout à l'heure, en fait, vous nous faites des leçons d'histoire, comme si finalement l'afroféminisme que nous portons n'a aucune espèce de sens, n'a aucune espèce d'intérêt. Non mais attendez, nos vies sont politiques. Donc nous faire des leçons sur la coordination des femmes noires. Moi, j'ai été à l'université, j'ai été à l'école des hautes études en sciences sociales, d'accord? J'ai appris des choses sur le féminisme, mais la coordination des femmes noires n'y était pas. Donc mon histoire, moi, mon identité, je l'écris quand? Je l'écris quand? Sur quelle base? Vous avez les vôtres, et nous? Non, mais c'est indécent. Vous êtes même pas foutu de me regarder dans les yeux. C'est exactement. Je pense que vous pouvez partir. Oui, merci beaucoup pour toutes ces luttes menées. Merci. On fera les nôtres. Ma sœur, parfois on te dit que t'es trop femme pour ce monde. On te dit de te taire, de rester dans l'ombre, ma sœur. On te dit de t'asseoir et de pas trop rêver. On te dit reste à ta place sans broncher. On te dit que certains domaines ne sont pas pour toi. On se permet de choisir ce qui convient pour toi. De ton avenir à ta façon de t'habiller. Discriminer en sous-estimant tes capacités. Mais ma sœur, tu leur diras que si t'as une bouche, c'est pour parler. Que personne t'empêchera de porter tes idées, ma sœur. Tu leur diras que tu as confiance en tes rêves. Même si des fois tu doutes, à chaque fois tu te relèves, ma sœur. Tu feras ta part dans ce monde, tu changeras les choses. À ton échelle, tu feras bouger les mentalités. Tu questionneras sans cesse tous les préjugés pour en finir avec le sexisme et les inégalités. Pourquoi si t'es une femme brillante, on te dit que t'es carriériste? Tu leur diras que t'es compétente et peut-être bien plus altruiste qu'eux. Tu n'as pas à te justifier d'être douée. Tu es fière de ce que tu es et tu n'as rien à leur prouver car on est en 2016 et tu refuses d'être jugée en tant que femme où ta prétendue féminité, les esprits arriérés t'ennuient. Tu les envoies valser. Tu es une femme forte et de surcroît déterminée. Tu as trouvé des femmes qui nourrissent tes aspirations, elles qui te rabâchent pas d'être la meilleure sur tous les fronts. Non, t'es pas Wonder Woman même s'ils voudraient que tu le sois. Tu connais tes limites et ce n'est pas une fin en soi car tu es faillible comme n'importe quel homme sur cette terre et si quelqu'un prouve le contraire, qu'il nous jette la première pierre. Être une femme ne sera jamais un déshonneur, peu importe les luttes et tout ce qui cherche à te rabaisser.
Tes rêves et espoirs agissent sur toi comme un moteur. Peu importe ce qu'ils disent, tu feras taire tous leurs clichés. Je m'appelle Narges, j'ai 24 ans et je suis originaire de la banlieue lyonnaise, à Givors. Je dirais que je suis une femme féministe, musulmane, révoltée et voilée. La situation des femmes me révolte parce que on en est toujours à des constats hyper alarmants au sujet de 1001 sujets qui concernent spécifiquement les femmes. Tout récemment, c'est les statistiques qui étaient sorties sur le fait que les femmes qui se feraient violer, je crois que c'était 21% ou 27%, je sais plus exactement les chiffres, mais c'est beaucoup trop, pensaient que les femmes l'auraient cherché en fonction d'une tenue qui serait provocante. Ben, ça, c'est complètement révoltant en fait, de se dire que on met encore une fois les femmes victimes de violences ou d'agressions sexuelles comme responsable et on oublie l'harceleur, le violeur, qui est le premier coupable, quoi. Ça peut être sur ces questions-là, comme sur les questions de femmes qui se font agresser dans la rue sous prétexte qu'elles décident de porter le voile parce qu'elles affichent une appartenance religieuse évidente et du coup elles sont soumises à des agressions physiques, verbales, des regards, des exclusions. Ça aussi, ça me révolte. Enfin, tout ce qui va concerner le choix des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent et qui peut susciter de l'émoi auprès de gens que ça ne concerne pas, ça me révolte. Quand est-ce que vous êtes devenue féministe ? Je pense que la première étape, ça a été la loi de 2004, donc quand j'avais 13 ans. Je portais le voile et j'ai dû l'enlever à l'école. Et là, c'est quelque chose qui m'a révoltée parce que finalement, c'était le choix entre étudier ou alors continuer de porter ce voile. Donc j'ai fait le choix des études. De toute façon, mes parents m'auraient pas laissé le choix. Mais du coup, là, j'ai eu le premier injustice en me disant c'est pas possible qu'on puisse me demander de faire ce choix-là. Et ça a été la première révolte en tant que femme, féministe et femme musulmane. Et ensuite, ça s'est multiplié au travers de nouvelles expériences. Une expérience qui m'a vraiment marquée, c'est celle du 8 mars, donc le journée des droits des femmes, où je suis allée m'inscrire dans une salle de sport et on m'a refusé l'accès à la salle de sport sous prétexte que je portais le voile, puisque la femme m'a dit clairement, ici, ce sont des gens libres qui viennent. Je me suis dit, ah d'accord. Donc, sous prétexte où vous considérez que je ne suis pas libre avec ce voile, vous restreignez ma liberté à venir dans cet endroit-là. Donc là, j'ai commencé à militer, à bouger, à me dire qu'en fait, il fallait absolument que je m'organise en tant que femme pour faire entendre mes droits et respecter mes droits, à exister dans l'espace public, à avoir des loisirs, à ne pas être forcément dans des salles non mixtes, parce que pour le coup, c'était une salle mixte, hommes et femmes. J'ai pas envie non plus d'être dans des réseaux communautaires. Moi, personnellement, je voulais pouvoir partager ces moments-là avec des potes à moi qui voulaient faire du sport. Du coup, c'était une lutte pour pouvoir, exister dans ces espaces-là. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à me définir clairement comme féminisme. J'ai ensuite intégré des groupes antifascistes. Ce qui me plaisait, c'est que ça englobait toute ma soif de révolte, puisqu'il n'y avait pas que la question des femmes qui me révoltait, mais aussi toutes les questions qui étaient liées à l'antiracisme, à l'anticapitalisme, enfin toutes les questions un peu qui touchent à un mouvement progressiste et révolutionnaire. Mais finalement, ces groupes-là étaient composés exclusivement d'hommes blancs, issus de classes moyennes. Ils n'étaient concernés finalement par aucun des combats. Enfin, c'était dingue, quoi, vraiment. Et on avait des hommes blancs, cis, hétéros, qui se positionnaient sur toutes les questions, et en fait, qui n'étaient concernés ni par le racisme, ni par le sexisme, ni par l'homophobie. Dès qu'une femme parlait de quelque chose qui la dérangeait, une blague sexiste, de toute façon c'est une anarcha sensible. Ce genre de remarques-là, qui sont très drôles, entre mecs virilistes, on est très content d'avoir dit ça. Parler toujours de l'hystérie de la femme, dès qu'on a une femme qui a de la poigne et qui vient parler fort et taper du poing. Et à l'inverse, un homme qui vient parler et s'imposer, il est juste charismatique. Elle est hystérique, l'autre il est charismatique. Donc c'était ce genre d'enjeu qui se déroulait sous mes yeux. Donc moi, j'avais besoin d'espaces en non-mixité femmes et d'espaces qui se revendiquaient clairement féministes avec des femmes. J'ai d'abord été confrontée à des femmes qui se définissaient comme féministes, militant dans des groupes traditionnels qui clairement, en fait, moi, ce que j'incarnais en tant que femme voilée qui revendiquait ce voile comme choix politique et féministe, j'étais en fait l'ennemi, quoi. J'incarnais quelque chose de détestable et je ne pouvais pas être féministe.
En fait, pour elles, il y avait une incompatibilité entre ce que j'étais et mes idées. Par exemple, comment est-ce que tu peux te définir comme féministe et voilée? D'autres qui étaient plus dans l'accusation, c'est impossible. Il y a des femmes qui se sont battues pour l'enlever. Comment est-ce que vous pouvez être féministe? Enfin, c'est complètement incohérent. C'est cracher sur ce combat-là. Et puis après, on allait encore plus loin. Une fois, une femme m'a quand même dit que les femmes voilées incitaient au viol, puisque en fait, on frustrait les hommes et du coup, forcément, ils se rabattaient sur des femmes qui n'avaient pas le voile. C'est tout à fait logique. C'est une explication implacable. Et là, je me suis dit, non, mais en vrai, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne comprend strictement rien. On est encore là à accuser des femmes, à se monter les unes contre les autres. Enfin, là, j'étais complètement ahurie, quoi. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Enfin, je pense que je peux pas partager ce genre d'idées avec ces femmes-là. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces féministes-là sur le fait d'être militante, féministe et voilée? Alors, je réponds que, regardez-moi, en fait, tout simplement, ce que je fais, comment j'agis. Pour moi, ma vie, elle est éminemment féministe et politique. Donc, pour moi, c'est dire mon corps m'appartient. Surtout dans un contexte où j'ai fait le choix de le porter. C'est une revendication puisque je me réapproprie mon corps comme je le veux. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Donc, que ce soit pas assez, que ce soit jugé beaucoup trop long, trop large ou quoi, tant pis. C'est mon choix, en fait, de montrer mon visage, mes mains, et puis de montrer ce que j'ai envie, quoi. Des fois, je montre mon cou, des fois non. Et voilà, il y a personne qui doit me dicter ma manière de faire. C'est aussi de l'épanouissement. Pour moi, le féminisme, c'est s'épanouir. Je m'épanouis aussi au travers de ma spiritualité. Donc, à partir de ce moment-là, quand je suis dans une démarche d'émancipation pour moi-même, pour moi, c'est un choix féministe. Après, qu'elles veulent se battre aux côtés de femmes qu'on a forcé à le porter, ok, moi je fais partie du combat aussi. Moi je pars du contexte français, parce que souvent on me fait référence à l'Arabie Saoudite, mais en vrai, moi je suis pas saoudienne, quand je vais là-bas je risque gros pour mes choix religieux aussi, pour ce que je suis, donc en vrai j'ai les mêmes combats qu'eux, et du coup je me dis bon, je comprends pas trop en fait la connexion avec l'Arabie Saoudite. Moi, je demande pas en fait aux gens sous prétexte qu'ils sont de tradition chrétienne de me rendre des comptes sur ce que le Ku Klux Klan a pu faire. Enfin voilà. Et en vrai, j'ai pas à rendre de compte sur des pratiques qui me sont complètement étrangères et inconnues. Est-ce que vous, en tant que féministe, vous vous inscrivez dans les luttes passées françaises féministes? Je m'y réfère dans la mesure où je jouis des droits qu'on a réussi à obtenir. Donc forcément, je suis pas une ingrate, on va dire. Je peux voter, je peux ouvrir un compte en banque sans mon mari. Enfin, c'est des choses, bien sûr. Je vais pas cracher, en fait, sur ces acquis. Et je ne veux pas non plus qu'on revienne sur ces acquis, sur tout ce qui nous permet de disposer de notre corps comme on l'entend. Mais à partir du moment où on va justifier mon exclusion en se référant à des acquis précédents, là, il y a un problème, en fait. Je refuse que, sous prétexte de ces acquis précédents, on puisse me dire que moi, je fais une atteinte à ces droits-là. Et c'est pas un retour en arrière que de décider de porter le voile. Le 21e siècle marqué par de nouveaux crimes. Pratiquer sa religion est devenu une partie d'escrime. Je porte le voile, ils pensent que je sombre dans un abîme. Et moi je demande si leur jugement est illégitime. Si ma religion est empreinte de modestie, en quoi ça te gêne si je veux pas me balader en shorty? Sur notre apparence, ils sont toujours focalisés. Chez nous, être modeste, c'est aussi essayer de comprendre avant de juger. Au bout d'un moment, il y en a assez des préjugés, des clichés sur la femme soumise, mais laissez-moi vous dire, en toute franchise, que ma liberté, c'est d'être musulmane et pratiquante, et avant tout, une femme indépendante. Tes oreilles sifflent, tu n'arrives pas à concevoir cette idée. Ça te fait si mal que tu ne veux même pas l'admettre. Mais reconnais-moi au moins comme un être. Humain. Je suis comme toi, j'ai 2 yeux, un nez et 2 mains. Un être qui cherche à renforcer sa foi et atteindre la piété. Vous ne voyez que mon voile et oubliez ma personnalité. L'Occident n'a-t-il qu'une conception de la liberté? Dois-je renier ma culture? Où est passée votre humanité? Est-ce que pour m'intégrer, je dois m'amputer d'une partie de mon identité? La diversité est une richesse, mais vous la transformez en faiblesse. Je ne te demande pas d'adhérer à mes croyances, mais de respecter mes choix, je fais appel à ta tolérance. Si mon voile est mon flambeau, ma liberté, ravale tes peurs, il ne cherche pas à te coloniser. Ouvre ton esprit et aide-nous à lutter pour un monde meilleur, un monde en paix.
J'ai un voile orange que j'ai enroulé autour de ma tête avec des petites boucles d'oreilles assorties. Et je mets un autre voile par-dessus pour donner un effet châle, qui habille le reste, quoi. Et j'ai la tenue qui est assortie avec une espèce de grand voile que j'ai trouvé dans une friperie et une robe noire. Du coup, je casse le style. J'aime beaucoup le noir. Du coup, je casse un peu mon noir avec des couleurs qui viennent habiller ça, quoi. Vous avez un piercing sur la lèvre inférieure, un piercing dans le nez et un tatouage, je sais pas, sur les mains, des tatouages. Je suis un petit peu tatouée aussi. J'ai toujours aimé ça. Je sais que ça peut être problématique. Il y a des gens qui considèrent que c'est interdit dans la religion. Et après, c'est aussi libre aux interprétations de chacun. J'ai un voile qui laisse un peu quoi, je pense. Enfin, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Surtout quand je le mets en turban. Là, ils se posent la question si je suis pas un peu baba cool, puisque il y a les piercings qui posent question. Et ça me plaît aussi des fois de jouer sur cette ambiguïté, quoi, et de montrer qu'il n'y a pas une manière en fait d'être musulmane, il n'y a pas une manière d'être voilée. Après, je suis aussi quelqu'un d'assez excentrique et j'aime pouvoir faire en sorte que mon voile me ressemble. Je viens d'une famille quand même assez religieuse. Mes parents nous faisaient énormément lire plein de choses et aussi des choses sur la religion. J'avais pas mal de connaissances. Mon papa intervenait dans des mosquées, ma maman aussi donnait des cours. Donc du coup, voilà, moi j'ai été baignée dans cet univers-là. Très tôt, j'ai prié, je ressentais cette nécessité. Et puis après, on est rentré dans l'adolescence. Moi, ça a été quelque chose d'assez violent pour moi physiquement. Mon corps qui change, je le comprends pas, je le maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 il y a des poils, ça pousse, ça grossit, c'est pas possible. Et vraiment, j'étais dans un refus de mon corps, quoi. C'était hyper violent. Mon voile, il m'a permis de me trouver jolie, de m'aimer. J'avais écrit une phrase dans mon journal intime qui disait à défaut de me plaire à moi-même, je plaisais au moins à Dieu. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment mon voile, il était sauveur à ce niveau-là, quoi. J'arrivais à m'aimer parce que je plaisais à Dieu. Et puis après, il a évolué au fur et à mesure du temps. Ça a été un moment plus dans l'adolescence. Je découvre le Che Guevara, je découvre les révoltes. Et là, en fait, c'était un voile de contestation, anti-consommation. Je me disais que je mettais un très grand voile qui s'appelle le djellab. Et du coup, j'en avais 3. Et en vrai, j'arrêtais de consommer tout. Donc j'arrêtais de porter des breloques qui servaient à rien, qui avaient été faits par des enfants de l'autre côté du monde, enfin ces choses-là. Donc mon voile, il me suivait vachement là-dedans de anticapitaliste, anti-consommation. Et puis après, il y a eu un moment un peu de retour au spirituel où je sentais comme ça quelque chose où je voulais vraiment travailler mon intérieur et ne plus me focaliser sur ce qu'il y avait à l'extérieur, donc l'image que je pouvais renvoyer des gens et vraiment travailler mon intellectuel, ma religion. Et puis aujourd'hui, c'est aussi un moyen de lutte, quoi, puisque finalement, je vois bien que ce voile, peu importe la forme qu'il prend et les revendications qu'il y a derrière, il est problématique. Donc moi, en tant que femme, aujourd'hui, j'ai aussi un voile très féministe, justement, parce que je me bats pour pouvoir le porter comme je l'entends. Moi, je me dis que c'est pas un choix libre de toute pression sociale. Forcément, j'ai été élevée dans une famille musulmane. Et donc, il y a une éducation qui va avec, il y a une manière de percevoir le monde qui allait avec. Donc forcément, j'ai été influencée. Mais quelqu'un ose me dire qu'il n'a pas été influencé dans la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, les femmes, elles font le choix de porter des talons hauts. Mais en vrai, qui est-ce qui va consciemment se dire je vais me flageller les pieds à porter des talons juste pour ne pas avoir des jambes galbées et avoir une posture très belle. On fait aussi le choix de nos chaînes. Ces femmes qui décident d'être jolies selon la société comme elle le dicte, elles ont bien été aussi influencées par cette société-là. Donc bon, cet argumentaire-là, on le retourne très vite, quoi. Qu'est-ce que c'est pour vous être féministe alors aujourd'hui, en 2016 ? C'est survivre dans la société, pour moi, juste, c'est des luttes de quotidien. Ça va être assumer et vivre mon choix de porter le voile, mais c'est aussi me battre pour pouvoir être dans la rue à n'importe quelle heure. C'est aussi pouvoir être présente dans ma mosquée et prendre la parole et interagir et contribuer au bien-être de ma communauté religieuse, et aussi pouvoir avoir un travail et exister avec mon voile dans la sphère professionnelle. Et ça, c'est un grand combat, parce que moi qui vais bientôt sortir des études, j'ai trouvé un poste dans une association, mais je sais pas si je vais y rester, c'est très précaire, je suis en service civique, et demain, quand je vais être confrontée au grand monde du travail et à la discrimination à l'embauche, ça va être un vrai combat féministe de pouvoir être une femme voilée et travailler dans des boulots à la hauteur de mes compétences.
puisque pendant toutes mes années universitaires, j'ai fait des ménages pour pouvoir avoir un petit peu d'argent à côté, puisque c'est le seul endroit où on m'acceptait avec mon voile, puisque j'étais cachée, puis peut-être dans un positionnement où j'avais pas de prise de position, où en fait je mettais pas en avant mes compétences intellectuelles et professionnelles. Donc du coup on se pose pas la question, on s'en fiche de savoir si les femmes de ménage sont voilées ou non, ça dérange personne. Quand on commence à prendre de la place, qu'on est visible, moi j'ai eu des entretiens d'embauche où les gens me disaient mais vous allez être confronté à du public et en fait quelle image vous allez renvoyer à notre public? Je leur disais l'image d'une fille intelligente, qui peut parler, qui va être souriante. Non, l'image d'une femme voilée, avant tout je vais être ça. Pour moi, c'est vraiment un Roland un peu colonial de la femme voilée qui va être femme de ménage et qui va correspondre à ce qu'on attend d'elle, un peu analphabète, femme de ménage, ancienne. Elle est tolérée dans une sphère très limitée. Et puis dès qu'on veut prendre des échelons, être visible, parler en fait en notre nom, ne plus accepter que ce soit des experts qui parlent en notre nom, que ce soit des gens qui ne vivent pas notre situation, là en fait on est problématique, on est dans du prosélytisme, on a un islam politique, on devient radicaux. C'est complètement ahurissant parce qu'en fait on voudrait juste nous voir à une place subordonnée, on voudrait juste qu'on soit les assistantes de l'ombre, et ça c'est un combat purement féministe, d'être visibilisée en tant que femme. C'est toujours ce combat en fait de ne plus se focaliser sur ce qu'on a sur notre corps, sur notre tête, mais ce qu'on a dans la tête, ce qui on est à l'intérieur quoi, et ne plus être réduite à un corps mais être considérée comme un esprit. And gonna let racism turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let racism turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom's land. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom land. And gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom land. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom land. And gonna let injustice turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let injustice turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom land. I'm gonna keep on rocking, keep on talking, marching up the freedom land. Grande traversée. Women's Power, les nouveaux féminismes. De nombreuses féministes issues de l'immigration appellent à un féminisme intersectionnel qui articulerait les questions de sexe, de race et de classe. En janvier 2016, Wissal, Ketsia, Célia et Sined, 20 ans, ont monté un collectif féministe intersectionnel contre le cyberharcèlement. Cette forme de harcèlement, particulièrement violent sur Twitter, peut prendre différentes formes. Intimidation, insultes, menaces en ligne, publication de photos ou de vidéos de la victime en mauvaise posture, propagation de rumeurs. Elles expliquent que ce harcèlement vise surtout les femmes afrodescendantes et maghrébines, victimes d'insultes sexistes et racistes. On a essayé de lancer beaucoup de campagnes de déconstruction autour du terme beurette notamment, du terme niafou, du terme noir, pour essayer de comprendre tous les ressorts aussi bien misogynes que coloniaux et racistes derrière ces mots-là. Une beurette, c'est une jeune fille d'origine maghrébine, donc visiblement maghrébine aussi bien par son physique que par son prénom et son nom de famille. Historiquement parlant, la figure de la beurette, elle a été présente dans la littérature française dès le XVIIIe siècle. Il y a tout un inconscient, toute une image de la jeune femme maghrébine qui est opprimée par son père, son frère, qui dans les lettres persanes est tout le temps dénudée, mais concentrée dans des harems, qui n'a pas une mainmise sur sa sexualité, qui est de nature et intrinsèquement opprimée, et qui pouvait d'ailleurs n'être libérée qu'à travers le colon qui l'a dévoilée, qui lui faisait découvrir sa sexualité. C'est tout un scénario qu'on trouve énormément dans les films porno. Beurette est d'ailleurs le premier critère de recherche dans les films porno français à l'heure actuelle. Et donc la beurette, au moment où elle se découvre, elle se laisse découvrir par le colon.
tout de suite, elle tombe dans une non-respectabilité. À aucun moment, elle peut avoir une sexualité saine et épanouie de la manière qu'une femme blanche dans la tradition française pourrait. Tout de suite, elle est intéressée. C'est pour ça qu'on la traite de michetonneuse en général. Tout de suite, c'est une sexualité qui est trop forte pour être sincère et pour être honnête. Donc, on va la punir, on va la stigmatiser d'autant plus. C'est une insulte à double tranchant parce qu'elle est d'autant plus raciste qu'elle est misogyne. Il y a aussi un mépris de classe, puisque la beurette, on lui reproche souvent déjà de vouloir compenser, parce que souvent il y a une espèce d'évolution des jeunes filles qui ne découvraient pas leur corps, soit parce qu'elles étaient trop masculines en grandissant dans les cités, soit parce qu'elles portaient le voile. Quand on demande à quelqu'un d'écrire une beurette, souvent elle est trop apprêtée, trop maquillée, trop mise en avant, et c'est une féminité qu'elle ne maîtrise pas. Contrairement à la femme attirante que tous les hommes dans l'imaginaire occidental ont érigée en tant que femme respectable. La femme qui, elle, maîtrise son corps. Donc, c'est-à-dire que la beurette, elle en fait toujours trop, que ça soit d'un point de vue physique que d'un point de vue sexuel. Et on retrouve aussi l'idée, notamment dans la Niafou, la même idée de la beurette qui est trop apprêtée. C'est la femme qui est... affublée, en fait, clairement, d'artifice, qui en devient ridicule et grotesque, qui, malgré tout ça, pour ses détracteurs, ose même réclamer du respect et de la considération, alors que elle est, de ce qui en ressort des commentaires, elle est un déchet esthétique, en fait. Elle n'a aucune possibilité de revendiquer son corps, sa beauté ou sa façon de s'apprêter. On retrouve notamment ce côté, une féminité complètement débridée et assez méprisable qu'on peut plus ou moins trouver avec la beurette. Mais ce qui est d'autant plus déshumanisant avec notamment la Niafou, c'est que tout de suite on bascule dans quelque chose de d'ignoble. Il ne serait en aucun cas un objet de désir, un sujet de désir plutôt. Et la Noirte, en fait, dans cette continuité, on va dire que c'est un peu la version 2.0 de la Niafou. C'est celle qu'on retrouve souvent dans les réseaux sociaux. Elle, on va dire que toujours c'est une Africaine qui s'est un peu inspirée de ses camarades noires américaines qui, quand on est une femme noire, serait le modèle ultime de beauté. Parce que clairement encore, c'est un exotisme particulier. Enfin, on nie à la femme africaine, dans notre génération et en France, toute beauté et même toute sophistication d'emblée. Et donc on va dire que la Noirte, quand même, elle s'est inspirée de ces modèles esthétiques, mais en contrepartie, elle souhaite une position sociale respectable. Elle souhaite être une femme qui est sortie au restaurant, à qui on offre des fleurs et des cadeaux. Et réclamer ça en tant que femme noire, c'est interdit en fait, puisque tout de suite on sort de nos rôles et de nos représentations. Là on voit que le terme notamment racisé est très pertinent, parce que quand on est une femme racisée, et notamment une femme noire, toutes les représentations collectives de notre féminité découlent notamment de l'esclavage et de la colonisation. Et on sait que les femmes noires ont toujours été réputées comme robustes, animales, résistantes à la douleur, ce qui a permis de leur faire subir des traitements inhumains. Elles ont été notamment aux États-Unis les premiers sujets des balbutiements de la gynécologie. Les médecins qui faisaient sur elles ces actes médicaux le faisaient souvent sans anesthésie, encore par l'idée que robuste et forte et animale, une force un peu extrême. Et c'est complètement des représentations opposées à ce qu'on attend en fait de la féminité, qui serait frêle et sophistiquée et très douce. On est enfermé dans ces carcans-là. C'est très paradoxal parce que le féminisme, on va dire, dominant, voudrait que justement les femmes s'affranchissent de toutes ces idées de fragilité, de douceur, de docilité. Alors qu'on remarque que des femmes comme les femmes noires, par des représentations comme Niafou et Noirte, n'ont même pas encore accès à ces représentations qui, malgré qu'elles soient très sexistes et qu'elles enferment, sont amélioratives en fait. C'est quand même très valorisant d'être vu comme un être frêle, un être
doux, fragiles, qu'il faut cajoler. Et en fait, ces femmes-là n'ont déjà pas accès à cette condition. Et c'est tout l'enjeu du féminisme intersectionnel, c'est de montrer qu'il y a des féminités. Et comme il y en a plusieurs, il y a des combats différents. Conceptualisée en 1989 par l'universitaire féministe américaine Kimberlé Crenshaw, l'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination dans les liens qui se nouent entre elles. Kimberlé Crenshaw a entamé cette réflexion dans la lignée du courant du Black Feminism aux États-Unis, qui définit la domination de genre sans jamais l'isoler des autres rapports de pouvoir, à commencer par le racisme ou le rapport de classe. Les féministes noires, dans les années 70, contestaient déjà publiquement le féminisme du mouvement de libération des femmes comme issu des classes moyennes supérieures, basé sur des privilèges de race et de classe. Elles les accusaient de parler pour les autres et en leur nom. En France, aujourd'hui, cette question fait débat entre féministes universalistes et féministes postcoloniales. Les unes défendent l'unité du féminisme, les autres la nécessité de prendre en compte la diversité des expériences face au sexisme. Alors, faut-il repenser le nous de nous les femmes? Quel serait le visage d'un féminisme intersectionnel, postcolonial en France? Pour en débattre avec nous, nous accueillons Maboula Soumaoro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Tours et à Sciences Po, docteur en langue, culture et civilisation du monde anglophone. Anan Karimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue doctorante à l'Université de Strasbourg. Votre thèse porte sur la capacité d'agir des femmes musulmanes en France dans le cadre de la nouvelle laïcité. Et Caroline Dehaas, vous êtes militante féministe. Bonjour. Bonjour. Vous avez contribué à créer en 2011 l'association Oser le féminisme, dont vous avez été la porte-parole. Christine Doharé, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et militante féministe, ancienne présidente du Centre LGBT de Paris-Île-de-France et d'SOS Homophobie. Et en duplex depuis Avignon, Christine Delphi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, directrice de recherche émérite. Vous êtes l'une des pionnières du mouvement féministe français, cofondatrice avec Simone de Beauvoir de la revue Questions féministes, devenue ensuite Nouvelle Question féministe, qui introduit entre autres le courant intellectuel du féminisme matérialiste. Nous ouvrons le débat avec vous, Maboula Soumaoro, en revenant sur le mouvement afroféministe. Vous êtes présidente de l'association Black History Month, qui célèbre les cultures noires en France. Alors, le féminisme noir n'a pas émergé en France dans les années 70, comme ce fut le cas aux États-Unis. Il a existé quelques collectifs, notamment la Coordination des femmes noires, mais le mouvement n'a pas pris l'ampleur du Black Feminism. Aujourd'hui, pourtant, une nouvelle génération de femmes est en train d'inventer ou de réinventer un féminisme noir à la française, un afroféminisme. Comment vous le définiriez et quelle différence entre l'afroféminisme et le black feminism américain? Oui, je pense que c'est un point important que vous soulevez. La question principale à mes yeux est celle de la pérennité de la communauté en fait noire, qu'elle soit en France ou aux États-Unis. Donc si on parle de collectifs de femmes noires qui ont agi, qui ont existé tout simplement, qui ont traversé le territoire français dans les années 70, je pense que le problème qui se pose est celui de la citoyenneté et aussi le problème de on va dire de l'hexagone qui existe en rapport avec les outre-mer par exemple. Alors que quand on se trouve aux États-Unis, qu'on parle de population noire, on a une communauté qui est un peu plus homogène, en tout cas au moment où on parlait de l'émergence du féminisme noir, à la suite de la lutte pour les droits civiques des années 50 et 60, on a quand même une population qui se trouve sur le territoire américain depuis le début du XVIIe siècle, qui fait partie intégrante de cette histoire américaine, même s'ils ont, les Afro-Américains ont obtenu une citoyenneté assez tardivement. En tout cas, la présence sur le territoire, elle est ancienne et elle est un peu homogène, même s'il y a des différences entre le nord et le sud. Donc je pense que quand on parle de la France, il faut faire attention des moments de la France dont on parle. Donc s'il y a eu des activités menées par des femmes noires ou des femmes de couleur, des femmes racisées ou racialisées, comme on dit aujourd'hui, dans les années 70, on était vraiment dans un moment de migration, dans un moment où on pouvait encore jouer en France sur la dichotomie entre le citoyen et l'étranger, enfin voilà, des questions d'assimilation, d'intégration. Quand on parle
parle de cet afroféminisme, qui est un terme assez récent, qu'on entend seulement depuis quelque temps en France. Là, on est dans un autre temps de l'histoire française, où là, il y a des populations de couleur ou des populations noires qui se revendiquent françaises, qui mettent sur la table la question de la citoyenneté et qui parlent à la France depuis l'intérieur et non plus de l'extérieur. En tout cas, il devient de plus en plus difficile de les délocaliser. Et pourquoi cet afroféminisme est nécessaire, alors, aujourd'hui, pour vous? L'afroféminisme, il est nécessaire. Juste parce qu'il existe. S'il existe, c'est qu'il répond à certains besoins. Aborder la question raciale, briser les tabous autour de la question raciale, autour de la question de la religion. Et en fait, c'est un euphémisme pour dire l'islam. Pour parler de la post-colonialité, c'est-à-dire prendre à bras-le-corps la question de la colonialité. C'est-à-dire que si on parle du post-colonialisme, il faut vraiment se pencher sur la question du colonialisme et ce que ça a été. Et je pense que c'est des questions qui ont été sous-traitées, maltraités par la France et qui reviennent, c'est tout, c'est l'effet boomerang. Et à un moment, peut-être que les principes universalistes ou les principes prônés par la République se sont tout simplement avérés intenables et les personnes les plus concernées prennent la parole et viennent peut-être pointer du doigt les contradictions. Voilà, les contradictions qui portent aussi sur le corps. Caroline Dehaze, vous avez milité à Oser le féminisme pendant plusieurs années. Dans le documentaire, on entend Amandine, une militante afroféministe, regretter le manque de diversité de cette association et du mouvement féministe en général et le manque de prise en compte réelle des problématiques rencontrées par les femmes de couleur ou de classe populaire au sein des mouvements féministes. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cet état des lieux? Comment faire changer les choses? Vous savez, le mouvement féministe, il est à l'image de tous les autres mouvements sociaux dans la société française. Et vous prenez n'importe quel espace social, pas seulement les mouvements sociaux d'ailleurs, n'importe quel espace social, ça va être une réunion de famille, ça va être une soirée entre potes, ça va être un repas, ça va être une réunion politique, syndicale ou associative. Ça serait totalement naïf, voire même malhonnête, de penser que ces espaces sociaux sont à l'abri de tous les mécanismes qui existent dans la société. Or, la société dans laquelle on vit, elle est profondément inégalitaire. Vous n'avez, même si dans la loi vous avez les mêmes droits, vous n'avez dans les faits pas les mêmes droits, pas les mêmes accès aux services publics, pas les mêmes accès à l'emploi, au logement. Quand vous êtes femme ou homme, quand vous êtes noir ou blanc, quand vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, quand vous êtes en situation de handicap ou pas, ou quand vous êtes ouvrier ou cadre. Donc les mécanismes de discrimination qui existent dans la société, ils se reproduisent évidemment dans les mouvements sociaux. Et c'est vrai que parfois dans les mouvements féministes, on pense parce qu'on est féministe et qu'on interroge ces mécanismes de discrimination, ces mécanismes de domination sur le corps des femmes et sur les femmes, automatiquement, tac, par magie, on va devenir antiraciste, on va ne pas être homophobe ou lesbophobe, etc., etc. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. On peut tout à fait être favorable à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et en fait garder de très forts stéréotypes liés à la couleur de peau, liés à la sexualité, etc. Et donc, tout le travail qui, moi, m'a intéressé à Oser le féminisme, c'est comment est-ce qu'on réussit à être meilleur que les autres mouvements sociaux. Et force est de constater que c'est dur. C'est dur et puis ça Pourquoi se heurte. C'est dur? C'est dur parce que ça serait quand même un peu paradoxal de revendiquer des espaces non mixtes, par exemple pour les féministes, en disant on a besoin d'espaces où il n'y a que des femmes. Par exemple, je prends cet exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, pour parler des violences sexistes et sexuelles. On le voit par la pratique, quand on organise des espaces non mixtes, la parole se libère beaucoup plus facilement et on a une capacité à construire ensemble des réponses face à cette violence sexuelle qu'on subit en tant que femme. Ça serait totalement malhonnête de dire, ça c'est juste, ça c'est bon. Par contre, les personnes qui se regroupent parce qu'elles vivent des violences racistes, par exemple, ça c'est pas bon. D'abord, qui suis-je pour donner le droit ou pas aux gens de se réunir? Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc s'il y a des gens qui se réunissent entre personnes de la même couleur, c'est manifestement qu'il y a un besoin, donc voilà, parce qu'il y a des discriminations, il y a des violences sans doute, et puis peut-être pour d'autres raisons. Mais je trouve que ça serait vraiment malhonnête en fait de dénier ce droit à un certain nombre de personnes alors qu'on le revendique nous au sein du mouvement féministe. La question qui m'intéresse moi, c'est comment, avec ces espaces non mixtes qui peuvent exister dans plein de domaines, on peut faire aussi des réunions où il y a que des personnes homosexuelles ou lesbiennes par exemple. Comment est-ce qu'on arrive avec ça, à côté de ça, pas malgré, mais avec ça, à côté de ça, à créer des espaces dans lesquels on construit ensemble des réponses à cette domination universelle, dans le sens elle existe partout dans le monde, et qui nous concerne toutes, qu'on soit blanche ou noire, qu'on soit cadre ou ouvrière, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on est en tant que femme
victimes d'une violence permanente, sexiste ou sexuelle. Bon. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment est-ce que, en plus de ces espaces qui peuvent être non mixtes, qui peuvent par ailleurs changer, il y a des fois où ils vont être non mixtes sur tel critère, d'autres, bon là, comment est-ce qu'on construit ensemble quelque chose? Oui, vous parlez des espaces non mixtes, on va revenir dessus parce que le collectif afroféministe qui s'est créé récemment, Moissy, est un collectif non mixte qui n'accueille que des femmes noires ou métisses, africaines et afrodescendantes. Et d'ailleurs, elles expliquent sur leur blog: nous pensons être les mieux placés pour saisir les armes de notre émancipation. Moissy n'est ni contre les hommes, ni contre les autres groupes ethno-raciaux qui pourront se joindre à nos actions en tant qu'alliés. Donc, pour vous, Maboula Somoro, c'est nécessaire aussi cette mixité, cette non-mixité? Je pense que Caroline Dehaas vient de le démontrer, enfin, à travers, même quand on étudie toute cette histoire et toutes ces mobilisations, à chaque moment, il y a eu ce besoin de se retrouver. C'est-à-dire que ce qu'on oublie quand on parle de cette question, que ce soit du féminisme, du racisme, des discriminations, de l'islamophobie, homophobie, tout ce qu'on veut, tous ces problèmes avec lesquels on doit faire aujourd'hui. On parle de personnes qui sont attaquées, qui subissent des violences, mais dont les violences ne sont pas reconnues. Et ça, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. C'est-à-dire que avant de lutter contre, par exemple, le racisme, avant de lutter contre le sexisme ou contre l'homophobie, il faut déjà reconnaître les attaques sexistes, racistes ou homophobes. Et ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que la victime elle-même ou le groupe qui est ciblé doit faire état de ce qu'il subit. Et donc, généralement, les personnes qui sont, en tout cas, liées par ce type d'attaque peuvent trouver un certain confort, c'est-à-dire trouver un espace sécurisé et sécurisant dans lequel ils peuvent s'exprimer de manière, libre, sans avoir à démontrer l'oppression. C'est parce que tu crois, tu as vécu ci, mais non, je vais t'expliquer. Non, se dire, toi tu sais, et au moins, ça fait relâcher la pression et les gens parlent librement. Mais ça, c'est connu. Christine Le Douarec, sur ces questions de non-mixité, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous entendez cette nécessité de se réunir entre racisés pour parler des oppressions spécifiques aux femmes? Moi, je rejoins l'analyse qui vient d'être faite par Caroline Dehaas. Et là-dessus, moi, je n'ai pas de problème particulier, notamment parce que mon expérience propre du féminisme, on a parlé d'Oser le féminisme, c'est une des associations du mouvement des femmes. Moi qui ai milité dans le mouvement des femmes dans les années 80-90, mon expérience de féministe, notamment au sein des maisons des femmes, de la Maison des femmes de Paris en particulier, mais de Nantes avant, c'est une diversité. Nous, on a milité avec des femmes, les Nana Burr, le GAMS, qui s'occupent des mutilations sexuelles depuis les années 80-90. On travaillait en mixité. C'est des questions qui nous intéressaient toutes, mais j'entends bien le besoin de travailler plus spécifiquement sur des questions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le fait de travailler ensemble, c'est de travailler séparément, c'est de revenir ensemble après. C'est-à-dire, que fait-on de ce besoin de se retrouver? Quand va-t-on se retrouver spécifiquement de manière entre femmes racisées, par exemple, ou autour d'une religion ou autre, mais comment ensuite on se retrouve toutes, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que tout ceci profite à la domination masculine. Quand on sépare les femmes, quelque part, ça profite à la domination masculine. Les hommes bénéficient tous des privilèges de la domination masculine, ça c'est indéniable. Donc il faut bien, à un moment donné, se retrouver. L'oppression des femmes, c'est pas une oppression contingente, secondaire. C'est la moitié de l'humanité, et derrière, c'est tout un projet de société, abolir les dominations pour créer un autre contrat social. C'est un projet politique en soi. Vous avez peur que ces non-mixités invisibilisent peut-être la question des femmes? Je pense que il est nécessaire de travailler entre soi, comme l'a fait le mouvement LGBT, comme l'ont fait les femmes par rapport aux mouvements sociaux et politiques. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut se retrouver, il faut que ça nous soit bénéfique. Il faut avancer ensemble, il faut se retrouver. Sinon, on se divise et il faut peut-être définir un petit peu les termes. Qu'est-ce que c'est que le féminisme universaliste? Qu'est-ce que c'est pour vous, le féminisme universaliste? Pour moi, c'est un féminisme qui comprend qu'il y a un socle de discrimination qui est commun aux femmes du monde entier, sur tous les continents, qui ne sont toujours pas autonomes dans leur sexualité, reproduction. Enfin, je vais pas faire... nous connaissons toutes la situation faite aux femmes dans le monde entier, qui ne sont toujours pas en sécurité, qui subissent toujours des violences, des viols, violences conjugales, etc. Ce socle-là est commun dans l'humanité
depuis des générations à toutes les femmes. Il conditionne même les rapports de domination et de violence des autres systèmes d'oppression. Et puis, il y a des discriminations qui sont propres à certaines régions. On peut parler de toutes les discriminations propres aux femmes qui sont excisées, la lapidation, la répudiation, le mariage forcé. Pour vous, elles sont propres, ces violences sont propres à ces femmes-là? L'excision, c'est quand même propre à certaines cultures, à des femmes de culture musulmane. Le plus souvent, la répudiation en France, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Il y a des discriminations et des violences faites aux femmes qui sont spécifiques à certaines régions. Ce qui ne signifie pas, selon moi, que seules les femmes concernées doivent s'en préoccuper, et ce n'est pas le cas. Le GAMS, depuis le groupe contre les mutilations sexuelles, travaille. Ce sont des femmes racisées et non racisées qui travaillent ensemble depuis les années 80. Christine Delphy, sur ces questions d'universalisme, de nécessité de non-mixité. Je ne comprends pas très bien comment un féminisme peut se déclarer universaliste alors que les autres seraient spécifiques. On ne peut pas dire ça, parce que là, il s'agit du féminisme qui a été dénoncé par le mouvement féministe français, ou anglais, ou nord-américain. Mais ce féminisme, dans les premiers temps, en tous les cas, ne concernait que, disons, non seulement une partie des femmes, non seulement les femmes blanches, mais ne concernait que une partie éduquée de cette population. Parce que, c'est très bien connu qu'il n'y avait pas de femmes de la classe ouvrière dans ce mouvement. Alors, on pouvait toujours souhaiter qu'il y en ait, on les appelait à se regrouper, à se révolter, mais c'est assez curieux, mais elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait, sans doute, parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans la façon dont nous décrivions notre oppression. Parce que dans l'oppression, il n'y a pas simplement les grandes lignes qui ont été décrétées ou trouvées. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, bien entendu. Je fais partie de celles qui les ont identifiées, ces grandes lignes. Mais évidemment, on ne peut décrire une oppression qui est quand même quelque chose de très matériel, de très quotidien, que dans les termes où on l'a subie. Et il est évident que les femmes qui appartiennent à des groupes qui sont globalement dominés, comme les groupes racisés en France, comme les Arabes, comme les Noirs, eh bien, les modalités précises, concrètes de leur oppression ne prennent pas ces mêmes formes. Et le fait est que ces populations, par exemple ces femmes, elles sont opprimées aussi par le racisme, et qu'en plus, on ne peut pas dire ici s'arrête le patriarcat et là commence le racisme. C'est entièrement mélangé. On subit une oppression patriarcale dans un cadre raciste ou on subit une oppression raciste dans un cadre patriarcal. Par exemple, je prends là que le racisme, je ne prends même pas les divisions de classe, qui sont sans doute la raison pour laquelle, justement, ces femmes ouvrières à qui on enjoignait de former des groupes ne l'ont pas fait. Elles ne se reconnaissaient pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des points communs, mais elles ne se reconnaissaient pas dans la description du quotidien, qui est absolument fondamentale quand un groupe opprimé veut, justement, attaquer cette oppression. Christine Daré, oui. Moi, je doute je pense qu'il y a eu des groupes femmes dans les quartiers, il y a eu des groupes femmes dans des lieux de travail, il y a eu des groupes femmes au sein des mouvements syndicaux, et je peux quand même aussi rappeler, ça on l'oublie, que les Tunisiennes ont obtenu la planification familiale bien avant les Françaises, dès le début des années 60, et le droit à l'IVG en 1973. Donc, moi, je m'inscris en faux contre ça. Je pense que les féministes du monde entier, en France comme ailleurs, se sont battues. Et il est faux de dire que il n'y a que des féministes universitaires, des mouvements intellectuels, etc., qui aient porté ces combats. C'est faux. Bon, excusez-moi, mais ça n'est pas exactement ce que j'ai dit, d'une part. Et d'autre part, il faut prendre l'exemple du mouvement américain. Dans le mouvement américain, les femmes noires ont mis très longtemps à le rejoindre. Elles ont mis très longtemps, pas seulement à cause du fait qu'elles n'étaient pas satisfaites de l'analyse faite par les féministes blanches. Elles ne l'ont pas rejoint parce que ça créait évidemment des divisions dans un groupe qu'on croyait ou qu'on voulait homogène, c'est-à-dire des divisions entre les femmes et les hommes. Et les hommes noirs n'étaient pas du tout, ont beaucoup combattu
la création de groupes, y compris de groupes non mixtes, de groupes féministes. Mais finalement, ça s'est passé, et on peut dire que maintenant, encore que je pense que beaucoup de féministes noires américaines ne seraient pas d'accord avec moi, mais elles ont plus rejoint le mouvement féministe. Mais quel mouvement féministe? Un mouvement féministe transformé par leur inclusion, transformé par la prise en compte de leur oppression propre, qui n'était pas prise en compte, parce qu'on ne peut pas prendre en compte quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on refuse de voir. Il y a une chose qui s'est passée aussi avant même c'est-à-dire avant les années 70, qui s'est passée aux États-Unis, c'est que les groupes pour les droits civiques, et en particulier les groupes noirs, enfin qui n'étaient pas forcément noirs, ils ont décidé justement de devenir non-mixtes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour un mouvement, pour un groupe de devenir non-mixte? C'est parce que quand les Noirs, et je parle des Noirs en général, mais évidemment c'était surtout des hommes, en tout cas c'est eux qui avaient la parole, ils n'avaient pas encore été mis en cause par leurs propres féministes. Eh bien quand même, quand les Noirs avaient dans leur groupe, il y avait des Blancs aussi, eh bien c'est la parole des Blancs qui malgré tout avait le plus d'importance. Et les Blancs, comme les hommes d'ailleurs, se font une représentation de ce que c'est le sexisme ou de ce que c'est le racisme, qui n'est pas du tout celle des intéressés. En tant que femmes, on nous a éduqués soit à ignorer nos différences, soit à les considérer comme des motifs de division et de méfiance, plutôt que comme des forces de changement. Sans communauté, il n'existe pas de libération, mais seulement un armistice des plus fragiles et précaires entre un individu femme et son oppression. Communauté ne veut pas dire abandonner nos différences, ni prétendre lamentablement que ces différences n'existent pas. Celles d'entre nous qui sont hors du cercle des femmes acceptables, telles que cette société les définit, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées, savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout toute seule, haïe et parfois insultée, apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement hors du système, afin d'imaginer et de construire un monde dans lequel nous pourrons toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter ces différences et à les muer en force. Car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Grande traversée, Women's Power, les nouveaux féminismes. Hanan Karimi, les féministes postcoloniales reprochent aussi également au courant majoritaire d'avoir exclu les femmes voilées de leur combat. Sur la question du voile, les divisions entre féministes ne sont pas nouvelles. Elles ont notamment émergé en 2004 lors du vote sur la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école. Vous avez créé le collectif Femmes dans la mosquée, Hanan Karimi, en 2012 pour défendre le droit des femmes à prier dans la salle principale de la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que vous pourriez définir qu'est-ce que le féminisme islamique? Est-ce que vous vous définissez comme féministe islamique? Alors, pas islamique, parce que c'est un bien grand mot, mais féministe musulmane, oui, parce que c'est deux pans de mon identité, comme beaucoup d'autres féministes musulmanes se revendiqueraient, c'est-à-dire que leur croyance est une part importante dans leur quotidien, et en même temps, la quête d'égalité est aussi importante, même à l'intérieur. Et le féminisme islamique, c'est un féminisme particulier, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un contexte d'une communauté musulmane, d'une société musulmane, soit dans un pays, ici en France, donc c'est une communauté musulmane, dans laquelle, comme dans tous les autres pans de la société, dans tous les autres groupes de la société, il y a des oppressions et des discriminations sexistes et sexuelles. Depuis un point de vue situé, c'est-à-dire en tant que musulmane, on peut faire la critique de ce sexisme qui, pour nous, est dissonant par rapport à notre conception et à notre interprétation du texte religieux. Alors, est-ce que pour vous, le féminisme majoritaire doit accepter de prendre en compte ce nouveau féminisme? Eh bien, là où elles ont intérêt, ces féministes, à prendre en compte les féministes musulmanes, c'est d'entendre leur voix pour ne pas rajouter à leur oppression.
Ce qui m'intéresse, moi, je trouve, dans ces débats, c'est qu'il y a une grille de lecture, d'analyse, de pensée qu'on aborde moins et qui, pour moi, est fondamentale. Il y a la grille de lecture des discriminations, des oppressions, qui, moi, je le reconnais, est assez récente, entre guillemets. J'ai 35 ans, ça doit faire peut-être entre 5 et 10 ans que je commence à travailler là-dessus, à m'interroger. Voilà. Donc, c'est récent dans mon évolution. Je suis d'abord arrivée dans le féminisme et j'ai d'abord compris, percuté, pris conscience, flippé de l'oppression totale des femmes que j'observais autour de moi. Et puis ensuite, je suis arrivée sur les autres thèmes de discrimination. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des copines au tout début de mon engagement féministe qui me disaient excuse-moi, mais là, ce que tu viens de dire, c'est totalement homophobe, quoi. Et donc, j'avais intégré des stéréotypes homophobes ou racistes ou etc., etc. Bon. Ou islamophobes, enfin, peu importe. Donc, j'avais intégré ça. Donc, le féminisme a pour moi été une porte d'entrée vers la découverte d'autres mécanismes d'oppression qui, comme je ne les vivais pas au quotidien, comme quand moi, je me balade dans la rue, je suis pas insultée en raison de ma couleur de peau, je vais chercher un job, on me claque par la porte en raison de ma couleur de peau, et ben, ça me prenait moins aux tripes que me prend aux tripes l'engagement féministe. Mais il y a une deuxième grille de lecture et d'analyse que moi, je plaque à ça et qui pour moi est indissociable. Parce que je vous prends des exemples de féministes qui ont la peau blanche. Par exemple, Laurence Parisot, elle est blanche. Roselyne Bachelot, elle est blanche. Bon. Je n'ai strictement rien à voir, à part le fait d'être femme, avec ces deux personnes-là. Sur le plan politique. Je m'inscris totalement en faux dans leurs convictions, leur façon de penser leur engagement féministe, etc. Je ne leur dénie pas le droit de dire qu'elles sont féministes. Tout le monde peut se dire féministe et moi je crois les gens qui me disent qu'ils sont féministes. Mais simplement, le projet politique qu'elles portent est en totale contradiction avec le mien. Et pourtant on a la même couleur de peau. Et donc on est des féministes blanches. Voilà. Bon. Et pourtant on n'a rien à voir. Voilà. Et donc pour moi cette grille de lecture politique, elle est aussi fondamentale. Parce que la prise en compte de la parole des personnes concernées, elle est importante. La prise en compte de la parole de Laurence Parisot en tant que femme qui a vécu des discriminations en raison de son sexe, elle est elle ne me suffit pas pour être d'accord avec elle. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un par principe parce qu'il parle de quelque chose qu'il subit. Je vais l'écouter, l'entendre, accepter sa parole, mais je me revendique le droit d'être en désaccord avec cette personne. Et je vais même vous dire, je revendique le droit d'avoir un avis sur tout ce qui concerne la vie de la cité. Je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Les religions, en tant qu'organisation sociale, s'intéressent à la vie de la cité. Je revendique le droit d'avoir un avis là-dessus. Je n'ai pas avorté, je revendique le droit d'avoir un avis sur le droit à l'avortement. Je ne suis pas noire, je revendique d'avoir le droit à parler du racisme et à parler de ces questions-là. Et avec ça, ça ne veut pas dire que j'enlève la parole des autres, parce que même s'il faut se surveiller en permanence, parce que les stéréotypes et les mécanismes d'oppression nous rattrapent très vite, mais pour moi, les deux sont intrinsèquement liés. Hélène Karimi ? Il y a quand même une différence dans ce que vient de dire Caroline. On a donné l'exemple de Laurence Parisot. Enfin, on a donné l'exemple de femmes qui ont quand même pas mal de pouvoir. Donc, on n'est pas face à des groupes racisés, minorisés dans la société qui subissent déjà une exclusion spatiale, sociale, à l'emploi, en termes de reproduction des inégalités, qui est juste incroyable. Ensuite, il y a des constats qui sont clairs. Par exemple, en ce moment, il y a le mouvement social face à la loi du travail. Je me suis retrouvée à des AG pour discuter justement de l'impact de la loi travail sur les groupes de femmes. Donc c'était une AG non mixte. Et en fait, moi, dans ma recherche doctorale, ce que j'observe, c'est que si les femmes ne se sentent pas concernées ou ne se mobilisent pas dans ce mouvement social, donc je parle de femmes musulmanes françaises et souvent voilées, eh bien c'est pas parce qu'elles sont pas intéressées par le projet politique, c'est qu'en fait elles n'ont pas accès à l'emploi, elles. Leur souci, il est déjà là. Donc, accès à l'emploi vs inégalité salariale, il y a juste un gap, c'est déjà trouver un emploi. Parce que comme le disait Nerges, par exemple, dans le documentaire avant l'émission, elle, le seul boulot qu'on lui propose, en tant que musulmane voilée, qui est en master, comme d'autres pourraient trouver un autre boulot un peu plus propre, on va dire, c'est de faire du ménage. Voilà. Et ça, c'est celui où elle est invisible. Et il suffit de regarder aujourd'hui, quand on descend du train, ou ceux qui se réveillent à 5 heures du mat, les femmes musulmanes voilées aujourd'hui ne peuvent travailler que là. Et je prends aussi la thèse de Fatia Ajbli, qui a travaillé sur les femmes musulmanes diplômées dans la métropole de Lille. C'est des femmes qui, même avec un doctorat, préfèrent se retrouver derrière un micro dans du télémarketing, parce que de toute façon, on ne leur offre aucun autre boulot. Donc là, il y a déjà une grande différence. Après, il y a aussi la question de disposer de son corps. Pareil, c'est un beau projet, mais pour des femmes à qui on demande de neutraliser la différence, qu'est-ce que veut dire disposer de son corps ? Qui décide de comment on dispose de son corps? Et là, il y a eu un hiatus avec les féministes majoritaires, qui a été que ce féminisme universaliste, c'est surtout un féministe paternaliste, maternaliste.
Christine Odoaré, en janvier 2016, vous avez cofondé le réseau féministe et le site internet Les Vigilantes, essentiellement centré sur le féminisme et la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce réseau et pourquoi vous avez voulu le créer en janvier? Oui, j'aurais souhaité d'abord, je peux le faire après, répondre à ce qui vient d'être dit. Les Vigilantes, nous l'avons créé parce que nous avons fait des constats, notamment celui de l'ampleur des replis et des crispations identitaires et communautaires. Également le constat de ce qu'on peut appeler un dévoiement, des fondamentaux du féminisme. Tout à l'heure, j'ai essayé de redéfinir un petit peu le féminisme universaliste tel que moi je l'entends. Il y a des tendances aujourd'hui qui se disent féministes. Moi, je veux bien en discuter. C'est-à-dire, vous parlez de féminisme islamique, par exemple, qui, selon moi, aménage l'oppression des femmes selon des normes et des règles posées par les hommes pour les hommes. Donc voilà. Bientôt, j'ai un peu quelque part l'impression qu'on va nous dire que le féminisme dit blanc, occidental, est plus dangereux pour les femmes racisées que les violences de la domination masculine. Et ça, quand même, c'est un peu difficile à entendre. Donc, dans ce contexte de montée des intégrismes religieux, obscurantistes, misogynes, nous avons ressenti le besoin de réaffirmer un féminisme laïque et universel. Mais nous sommes des féministes solidaires avec les féministes du monde entier qui, elles, se battent contre des fondamentalistes ou des gouvernements complaisants avec les fondamentalistes et qui en payent le prix fort. Et on en parle très peu. Et il m'arrive assez souvent d'être interpellée par le fait que les courants féministes dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas solidaires des féministes qui, dans ces pays, sont en but à de la violence quand même assez terrifiante. Donc moi, ça me pose un problème. Mais je voulais surtout répondre à ce qui venait d'être dit concernant le voile, les femmes voilées. J'entends en même temps ce que vous dites. Je l'entends. Et ça fait aussi écho. Je voulais malgré tout dire que, dans mon entreprise, il y a des femmes qui travaillent à tous les niveaux, qui sont des femmes racisées. Certaines portent un voile tel que le vôtre. Pour moi, c'est pas un voile, c'est une coiffure. Enfin, j'appelle pas ça un voile islamique. Donc voilà. Je voulais quand même le dire, ça existe aussi, il y en a beaucoup et heureusement et quand même de plus en plus. Je ne nie pas pour autant les problèmes existants. Pour moi, en tout cas, ce que je voulais répondre, c'est qu'il n'y a pas de féminisme islamique. Pas plus qu'il n'y a de féministes catholiques ou juifs. Le féminisme n'a jamais consisté à aménager l'oppression selon des règles religieuses écrites par des hommes. Pour moi, c'est une vision essentialiste, différentialiste, et qui d'ailleurs désespère, je le dis et le répète, toutes les féministes que j'ai pu entendre, qui de l'autre côté de la Méditerranée luttent contre ces injonctions. Pour moi, c'est presque ce féministe essentialiste et différentialiste, c'est sa radicalité qui est un refuge que je peux comprendre, c'est presque un piège propre à nourrir en réalité le racisme qu'il prétend combattre. Et ça, c'est quand même un problème. Cette vision qui cimente de manière essentialiste et ségrégationniste des genres, les genres, pas les êtres, les genres masculins, féminins, où les femmes sont considérées comme inférieures, impures, de viles tentatrices de la virilité masculine, revient à instaurer un apartheid genré pour soustraire le corps des femmes de l'espace public. Dans quel but? Les contrôler. Pour moi, c'est difficile d'accepter ce contrôle religieux sur les femmes. Maboula Soumaoro. Alors, moi, c'est juste un commentaire, mais je trouve que là, ce qui vient d'être dit nous renvoie à vos questions du début et la contextualisation, en fait. Peut-être on peut avoir peur de l'émergence, par exemple, de cet afroféminisme ou de ce... Pas d'afroféminisme. Oui, non, mais c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est l'afroféminisme ou le féminisme musulman, islamique, islamiste, enfin, tout ce qu'on dit. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un moment précis de la France. Et là, avec ce que vous venez de dire, madame, j'ai vraiment l'impression que
on est dans un décalage incroyable. Voilà. C'est-à-dire ? Et donc, moi, par exemple, je ne me définis pas comme féministe, mais j'ai l'impression, dans ma pratique, d'être féministe en vérité. Et je pense que je ne me suis jamais considérée comme féministe ou intéressée à cette histoire du féminisme, en tout cas en France, justement à cause de ce type de propos qui m'exclut automatiquement, exclusivement, systématiquement. Pour moi, c'est tout ce qui vient d'être dit, met sur la table les problématiques qui sont en train d'exploser aujourd'hui. Enfin, on peut pas parler de repli identitaire, communautarisme. On a besoin de réaffirmer la laïcité en France. Enfin, on a besoin de réaffirmer certains principes qui seraient mis à mal, mis en danger par qui ? C'est ça la question. Par qui ? Qui sont ces populations ? Qui sont ces personnes ou ces communautés qui, récemment ou dans ces dernières décennies, ont vraiment mis à mal ces principes franco-français très anciens, parce que la loi portant sur la laïcité date de 1905, donc on sait très bien qu'elle fait partie de la tradition française intrinsèque. On parle d'un siècle pour un pays multiséculaire comme la France. Cette laïcité à laquelle on s'accroche aujourd'hui, elle a 111 ans ? Qu'est-ce que c'est que cette tradition qu'on a inventée en un siècle et quelques ? Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, je pense que quand il y a des collectifs aujourd'hui qui vont parler de la question de la race, de la question du racisme et la race, elle ne concerne pas que, on va dire, les Noirs, les Arabes ou les Roms, les racisés ou les racialisés. Moi, j'utilise le terme racialisé, inclut aussi les Blancs. C'est toutes ces inventions, tous ces faits sont des constructions et ne concernent pas seulement une certaine partie de la population, mais l'ensemble de la population. Quand on parle de race et de racisme, on est vraiment dans un universel vers lequel on tend. Ce n'est pas seulement la question des personnes, de manière plus évidente, touchées. C'est comme le féminisme n'est pas une question exclusivement de femmes. Ça concerne les hommes aussi, parce que sinon il y aura jamais de paix. Donc vraiment on était parti au début sur la question de, par exemple, l'excision, voilà ce que j'ai entendu, l'excision ou l'internationale féministe du monde entier, alors que peut-être que cette nouvelle génération de féministes, elles sont en train de remodeler la France et la francité, et peut-être que ce qui se passe en Afghanistan, au sud de la Méditerranée, comme je viens d'entendre, ou l'excision, c'est pas ça leur problème. Leur problème c'est la France. Elles parlent depuis la France, en France. Donc c'est facile de les renvoyer, oui alors t'es excisée parce que t'es sénégalaise et que non. Les Sénégalaises déjà se battent contre l'excision, on est d'accord. Et ces Sénégalaises d'origine qui se trouvent être citoyennes françaises, elles ont aussi quelque chose à dire à la France et qui ne va pas avoir les mêmes modalités que si elles se trouvaient au Sénégal. Et je pense que c'est ça le décalage. Peut-être ne pas oublier de dire malgré tout, c'est que là on parle de la France, mais il y a un contexte international. La France est imprégnée aussi de ce qui se passe au niveau international. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on ne fait pas. Là, il manque quelque chose malgré tout. Il y a eu en 1979 une convention internationale contre les discriminations à l'encontre des femmes, qui a été considérée comme la Déclaration universelle des droits des femmes. Ensuite, il y a eu la Conférence internationale des droits de l'homme à Vienne en 1993, qui pour la première fois a dit « Women's rights are human rights ». En 1995, il y a eu... Les droits des femmes sont les droits de tous. De tous, voilà. En 1995, il y a eu la Conférence mondiale des femmes à Pékin, qui a révélé un continuum dans les violences faites aux femmes. Le viol a été reconnu comme arme de guerre dans le statut de Rome, qui a institué la Cour pénale. C'est très important parce que ça recadre un contexte international. Le droit international, c'est l'impossibilité pour certaines populations d'être ancrées dans le territoire français. C'est ça le problème. Oui, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces communautés ou de ces personnes, on les renvoie toujours à une origine qui nourrirait leur impossible ancrage dans cette nation française et leur citoyenneté problématique. Quand on parle de l'histoire du féminisme, par exemple français, ou celui qui est considéré comme blanc aujourd'hui ou traditionnel, je suis pas sûre qu'on soit toujours en conversation avec cette internationale. Alors, voilà. Pour revenir sur la laïcité, Christine Delphy, vous êtes engagée contre la loi interdisant le port des signes religieux sensibles à l'école, et depuis vous critiquez régulièrement vos anciennes camarades féministes. Il faut voir que, si vous voulez, depuis les affaires du foulard et surtout depuis la loi d'interdiction du foulard à l'école, il faut voir que la notion de laïcité a été complètement dévoyée. Le féminisme ne rime pas nécessairement avec laïcité pour vous, Christine Delphy? Mais pas avec cette laïcité-là. La laïcité, c'est le droit d'exprimer ses opinions, partout, en privé et en public. On oublie toujours ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits humains, et non pas des droits de l'homme, comme on le croit en France, ce qui est écrit dans la Convention européenne de défense des droits humains. C'est, selon les deux
l'article 9 ou l'article 10, je vous invite à les relire. Allez relire et vous verrez que la liberté d'expression est garantie en ce qui concerne l'expression de n'importe quoi. Et je voudrais aussi dire, quand même, que quand on parle de féminisme, là, de quel féminisme on parle? On parle du féminisme français. C'est le seul pays où des féministes ont elles-mêmes exclu des femmes. Les femmes qui portaient le foulard, avec toute une rhétorique. Le voile est le symbole d'une oppression. Mais enfin, il faut bien rappeler qu'il y a des tas de choses dans le vêtement des femmes qui sont des symboles de l'oppression. Mais dans les années 70, Christine Delphi, vous avez lutté aussi contre les normes religieuses. La loi pour l'avortement était aussi une bataille contre l'Église catholique. Non. En fait, c'était pas une bataille contre l'Église catholique. Personne n'a parlé du catholicisme à ce moment-là. C'est vrai que les religions reprennent du poil de la bête et que les gens se définissent de plus en plus par leur religion dans le monde entier et pas seulement parmi les minorités musulmanes d'Europe ou d'Amérique du Nord. Mais je voudrais mettre quand même l'accent sur le fait que, par exemple, les féministes suédoises étaient absolument stupéfaites que des féministes françaises soient favorables à la loi sur le foulard. Elles ne comprenaient pas comment on pouvait participer, nous, en tant que féministes, à l'exclusion de jeunes filles des collèges et des lycées. Caroline de Haas. Encore une fois, pour moi, il manque une grille, quoi. C'est-à-dire que il y a d'un côté les croyances, les préférences, on parlait des préférences alimentaires, les comportements, les choix, quels qu'ils soient, des individus, avec lesquels je peux être en accord ou en désaccord, mais que je respecte. Enfin, chaque individu, en tout cas en France, pour l'immense majorité de la population, est libre de faire ses choix. Donc une femme qui décide de manger du Nutella, de prendre de l'homéopathie, de porter le voile ou de ne pas avorter parce qu'elle considère que c'est une vie, bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ces pratiques, quelles qu'elles soient. À titre personnel, je ne les reproduirai pas, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je parle pas là des cas d'esclavage, d'oppression, etc. Mais pour l'immense majorité de la population en France, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est une chose. Et moi, je suis d'avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2004, moi, j'étais syndicaliste étudiante. On avait pris position contre la loi de l'époque parce qu'on considérait que c'était pas une loi sur la laïcité. C'était une loi qui visait une partie de la population et que, en tant que ça, elle portait problème. Après, le fait qu'on laisse à l'écart de l'école tous les systèmes sociaux, économiques, financiers, quels qu'ils soient, qu'on empêche les marques, etc., de rentrer dans l'école, pour moi, c'est un autre débat, mais qui n'a pas été celui de 2004 en réalité. Bon. Alors, là où il manque une grille, pour moi, c'est qu'on peut pas faire comme si le Nutella, l'homéopathie, l'IVG ou la religion, c'était uniquement des pratiques individuelles. Parce que ce n'est pas uniquement ça. Derrière le Nutella, c'est une industrie qui tue des forêts entières. Derrière l'homéopathie, c'est des industries pharmaceutiques qui nous vendent, ça c'est un avis personnel, à mon avis, des trucs qui servent à rien. Derrière les religions, c'est des organisations sociales qui agissent politiquement au niveau national comme au niveau international, notamment sur les droits des femmes. Derrière l'IVG, c'est aussi, il y a des choix individuels, comme sur l'allaitement. Sur l'allaitement, il y a des choix individuels et puis il y a aussi des organisations politiques, qu'elles soient religieuses, économiques ou sociales, qui agissent sur nos vies quotidiennes. Et la question que je pose, à laquelle j'ai pas de réponse parce que c'est trop difficile en ce moment, c'est est-ce que c'est possible de pleinement respecter la pratique individuelle des gens et de considérer qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, tout en interrogeant les organisations sociales qui ont parfois pu avoir un rôle dans le choix de cette pratique. Et notamment, est-ce que c'est possible de respecter pleinement une femme qui choisit de porter le voile et en même temps critiquer la religion qui explique que le voile, c'est quelque chose de bien parce que ça permet de préserver la pudeur des femmes. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible de respecter une femme qui décide de pas avorter tout en expliquant qu'une religion qui empêche les femmes d'avorter par différents moyens de pression, de lobbying, etc., par des amendements à l'Assemblée nationale en France, par exemple, ou que par des pressions, il y a quand même un continent entier, l'Amérique latine, où les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur corps à cause des religions, et notamment de l'Église catholique. Donc c'est quand même, on peut considérer que c'est pas notre problème immédiat, mais ça concerne quand même des milliers de femmes, voire des millions de femmes à la surface de la planète, et moi je me sens évidemment concernée par ça. Et donc est-ce que c'est possible de faire les deux? Moi je pense que oui. On a un problème en France, c'est le contexte. C'est que quand vous commencez à parler de religion, et notamment quand vous pensez à parler de l'islam, vous mettez 10 balles dans la machine du Front National et de celles et ceux qui aujourd'hui agressent, notamment physiquement, les personnes musulmanes dans la rue. En fait, ça s'est toujours fait. On n'a pas attendu la permission de critiquer l'islam pour critiquer l'instance, c'est-à-dire la religion. Tout le monde a un avis sur le voile, tout le monde a un avis sur le halal, tout le monde a un avis sur le corps des femmes musulmanes.
me demande à quel moment on fera la même chose du côté du dominant, parce que là, j'ai quand même eu tout à l'heure une charge de violence symbolique assez extraordinaire sur le jugement du turban que je porte sur ma tête. Enfin, moi, en tant que, peut-être qu'en tant que femme racisée, j'ai pas pris l'habitude de commenter la coupe de cheveux de Caroline, la coupe de cheveux de Maboula ou la façon dont elle était habillée. Donc ça, pour moi, ça, c'est une violence qui caractérise bien finalement ce féminisme qui nous impose d'être solidaires des femmes qui sont excisées, des femmes qui sont répudiées. On a 24 heures dans une journée. On a des enfants à gérer, on a une famille, on a du travail à chercher, on a des tâches ménagères qui sont encore très mal réparties. Donc dans une journée de 24 heures, on a du mal à jongler avec les problèmes internationaux, nationaux et personnels. Donc nos priorités, quand on se prend des décharges, des scuds de racisme quotidien, c'est d'abord le quotidien. C'est d'abord, si on prend une pyramide de Maslow, c'est d'abord le confort primaire. Donc on en est là. Ensuite, et Saba Mahmoud, l'anthropologue qui a fait son livre sur politique de la piété, donc qui revient sur le mouvement des femmes au Caire, donc c'est aussi des femmes dans la mosquée, et elle explique que de sa position de nord-américaine, d'anthropologue nord-américaine laïque, eh bien, c'est confrontée sur son terrain d'études face à des femmes musulmanes à cette impensée politique, si on veut parler comme Sayad, qui était de penser autrement l'émancipation des femmes dans des contextes particuliers. Donc, évidemment qu'on peut critiquer la manière dont sont répartis les rôles dans la religion musulmane, mais on peut le faire aussi dans la religion catholique et on peut faire aussi dans la religion civile laïque qui est aujourd'hui la société française, parce que il y a quand même des gaps qui sont juste incroyables et là qui sont pour le coup invisibles. Sur lesquels il n'y a pas autant de crispation, qui font pas autant le 20h et le 13h. Donc la question, ce serait aussi de se décentrer et d'écouter ces femmes qui, on n'a pas besoin des femmes à l'UOIF pour dire que Allah n'est pas politicien ou je sais plus quoi. On le sait déjà, merci. Et il y a des femmes musulmanes qui sont tous les ans, par exemple, à l'UOIF et qui ont des voix dissonantes en leur expliquant qu'il y a une instrumentalisation de la question du voile et du corps des femmes. Enfin, les femmes musulmanes sont pas bêtes, quoi. Enfin, elles sont capables aussi d'avoir un sens critique aigu et le féminisme, justement, comme je disais tout à l'heure, il s'arrête pas aux portes de sa croyance. Christine de Douaré, sur cette question de laïcité. Oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est compliqué parce que, bon, moi, déjà, j'aurais voulu déjà demander à Christine Delphi depuis quand le féminisme devait s'adapter aux stratégies développées par l'oppresseur pour contrôler les femmes et comment elle peut dire que elle qui s'est libérée des traditions, des lois culturelles, religieuses, etc., et qui en était très contente et qui en est toujours aussi contente aujourd'hui, considère que tout ce qui entravait notre autonomie à l'époque ne concerne plus les femmes aujourd'hui. Tout ça parce que 40 ans ont passé, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, quand même... J'ai jamais dit ça. C'est d'une prétention extraordinaire de votre part et de la part de toutes celles qui pensent comme vous. Et malheureusement, je pense que toutes celles qui sont encore dans le féminisme blanc que vous représentez, prétendre représenter aussi le féminisme universaliste. Donc, oui, il faut se retrouver une fois qu'on est sur un pied d'égalité. Et ça, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Quand le féminisme des afroféministes, le féminisme des autres associations du même type, et qui existent, le féminisme post-colonial, décolonial, tout ce que vous voulez, quand ces femmes se seront mises ensemble pour parler elles-mêmes, entre elles, de leur oppression, et qu'elles seront prises en compte par ce féminisme blanc, qui se veut universaliste, mais qui, en fait, n'est qu'excluant, eh bien, à ce moment-là, oui, on pourra se retrouver. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, I ain't got no God. But where do I go?
Grande traversée, Women's Power, les nouveaux féminismes. Une émission de Charlotte Bien-Aimée et Annabelle Brouard. Avec les textes d'Audrey Lorde et les slams d'Awa Ndongo. Lecture, Estelle Clément-Béalem et Rebecca Chaillon. Mixage, Julien Douminc. Documentation et archives, Marthe-Laurent Clotilde-Fiot, de l'INA, Véronique Lefalaire, Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvillain. Merci à Amandine, Mani Chronique, Sharon, Awa et Narges, à Wissal, Célia, Sined et Ketsia, du collectif féministe contre le cyberharcèlement. À Maboula Soumaoro, Caroline Dehaas, Christine Doharé, Christine Delphi et Anan Karimi. Merci aussi à Kiemis, Fania, Dia, Françoise Vergès et Gertie Dumbury. Nous refermons aujourd'hui cette grande traversée consacrée au nouveau féminisme. Merci à toutes celles qui ont de près ou de loin contribué à l'élaboration de ces émissions.